Bah oui, tu as perdu le fil. Mais on s'en fout parce que ce qui compte, c'est pas que ton client sache que tu sais, t'es un putain de chien savant qui sait compter jusqu'à 20 sans te tromper. C'est que tu lui ai dit, c'est que tu lui ai dit que ses genoux rentraient à l'intérieur quand il faisait son squat et qu'il fallait ouvrir les genoux, par exemple. Tu vois, c'est tout. C'est, Et soyons tous dans le vrai, qu'ils aient fait 13 ou 17 reps, ça va rien changer. Ça va rien changer. Ton hypertrophie, elle sera là, gros, que t'en aies fait 11 ou 13, on s'en bat les couilles. Et souvent, je lui dis ça. Il me dit, ouais, mais j'ai raté une rep. Je lui dis, ouais, alors? Et on s'en bat les couilles. Ouais, mais tu m'as dit que c'était une série de 12. Ouais, mais même si t'en as fait 11, c'est très bien, c'est pareil. Bienvenue sur le podcast Upside Strength, le podcast qui t'aide à développer tes connaissances et tes compétences dans tous les domaines du sport et de la santé, que tu sois sportif amateur, athlète compétiteur, coach, prépa physique ou kiné. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et j'espère que tu apprécieras ce nouvel épisode. Sans plus attendre, le podcast. Vincent, bienvenue sur le podcast. Comment Salut tu vas? Sean. Merci. Écoute, ça va super bien. Je viens juste d'arriver du boulot il y a Euh, 3 minutes et ça roule. Et toi, ça va? Ça va très très bien. C'est un plaisir de t'avoir à nouveau. Troisième édition, hein, si je ne me trompe pas. Troisième édition, ouais, je me sens. C'est quoi ton record avec un invité d'ailleurs? Je crois que j'ai dû avoir Pat Davidson 4 ou 5 fois, si je ne me trompe pas. Mais il me Ok, semble que 3 tu arrives dans le, je pense, top 10 en termes de parution sur le podcast déjà. ok. Donc, Il je faudrait me qu'on... sens honoré, hein, je me sens honoré, je t'avoue. Franchement. C'est ça, et il faudra qu'on en refasse un bientôt, comme ça tu passeras dans le top 3 avec un quatrième épisode. Vincent, parlons un peu de ta journée. Ta journée de boulot, ça ressemble à quoi là aujourd'hui? Alors, ma journée de boulot, elle ressemble ni à celle d'hier et probablement pas à celle de demain, ce qui en fait bon, comme pas mal de gens, mais surtout dans le découpage horaire. C'est-à-dire que comme tu as pu le constater, je t'ai un petit peu fait galérer sur oui ou non, demain, pas demain, 18h, pas 18h. Enfin, 18 pour moi, 16 pour toi. Parce qu'en fait, je travaille que pour une seule personne. Enfin, les gens qui me suivent un peu de manière assidue le savent, mais j'ai un seul client ou un seul boss. Les deux, pour moi, sont la même chose. Donc, on peut considérer que je suis ou employé ou le prestataire, mais peu importe. Et en fait, le deal que j'ai avec lui, c'est que je suis un petit peu à sa dispo. Donc, pas dans le mauvais sens du terme, parce que c'est pas il claque des doigts et j'arrive, mais c'est la veille pour le lendemain. Voilà, je sais que des fois, je vais me coucher. Il m'a même pas encore texté pour me dire à quelle heure on s'entraînait demain. Donc, je me réveille des fois le matin et je vois le message séance à 16h, séance à 10h, peu importe. Et autour de sa séance à lui, se greffe celle de sa femme et de ses enfants. Donc ce matin, j'ai coaché sa femme, 9h30 jusqu'à 11h. Après, j'étais avec lui jusqu'à midi. Et il a 3 enfants. J'ai eu ses deux filles de 15h45 à 17h30. Voilà. Ça doit être- Et c'est vraiment intéressant ces dynamiques de famille où ils ont bah, soit la dynamique où c'est les parents qui vont emmener les gamins au sport et c'est très actif, soit dans ce cas-là, pour des personnes qui peuvent se le permettre, d'avoir toute la famille qui est au boulot, on va dire, avec le coach. Je me rappelle, j'avais une famille avec laquelle je travaillais à l'époque. ouais. Dans les environs et c'était pareil, c'était à peu près 2 heures par jour et c'était le papa et un des enfants, ou alors c'était sa femme, ou des fois c'était sa sœur qui était là. En gros, tout le monde y passait dans la maison. Et ça, c'est vrai que ça crée une dynamique qui est vachement intéressante. Comment tu le vis, toi, de travailler avec différents membres d'une même famille comme ça? Ben, alors je te dirais que premièrement, je me sens comme un membre de la famille, Mm. déjà le par leur âge, puisque mon boss, on va dire, il a 40 ans, sa femme, elle a 40 ans aussi. Donc bon, moi qui vais avoir 36 en octobre, si tu veux, on a quasiment le même âge, tu vois. Donc il y a cette espèce de bromance un peu, qu'on en rigole souvent, c'est-à-dire que c'est comme si c'était mon pote, à- tout en m'imposant à moi-même de garder le professionnalisme que je lui dois évidemment, hein, Mhm. parce que, enfin, comme tout prestataire, quel qu'il soit. Après, je me sens comme la famille, si tu veux, c'est-à-dire que quand j'ai les enfants en coaching, je vais chez eux, j'ouvre la porte sans même frapper bien souvent, parce que c'est toujours ouvert, il y a toujours quelqu'un. Et puis bah les filles, elles arrivent de l'école, elles me prennent dans les bras, ça va Vincent, bisous, machin, tu vois, il y en a une qui était en train de goûter, je me suis assis à côté d'elle, on racontait des... Donc j'ai un peu l'impression que je vais, je te dis, chez un membre de la famille ou chez des amis proches et que je suis proche des enfants, si tu veux. Et les parents n'ont jamais fait en sorte que je me sente pas à l'aise, au contraire, tu vois, c'est vraiment... Bon, ils ont des nounous, il y a plein de gens qui bossent pour eux, donc j'arrive, il y a une nounou qui me propose un café, il y a une des petites qui mangeait de la pastèque, j'ai mangé de la pastèque, enfin... C'est vraiment
voilà, je suis à la maison. Et puis, ben voilà, donc après, elle traînait un petit peu à s'habiller, machin. Donc, je les ai un petit peu secoués. Je leur ai dit, allez, on y va. Hop, j'en ai pris une par la main. On est allé à la salle. Ils vivent dans une sorte de résidence. C'est des villas dans une grande résidence, en fait. Et il y a une salle de sport qui est attenante à la résidence. Donc, on est sorti, on marche 5 minutes et puis on arrive dans la salle, quoi, si tu veux. Mm. Donc, l'environnement de travail ressemble, bon, au-delà du fait que je suis à Dubaï et que c'est quand même pour beaucoup dans l'esprit un lieu de vacances. Et j'ai à la fois j'ai la légèreté de me dire je travaille dans un environnement vacances avec le fait de travailler 3 heures par jour. C'est léger si tu veux, tu vois, entre 3 et 5 heures par jour. Et j'ai aussi cette pression permanente de ne pas savoir comment je peux orchestrer ma journée du lendemain. Donc, tu vois, il y a cette dualité de. C'est très light, c'est-à-dire que je finis jamais mes journées épuisées par le boulot, clairement. Par contre, voilà, j'ai toujours cette petite pression de me dire, comme là je l'avais aujourd'hui, je te l'ai pas dit encore cet après-midi parce que je voulais pas encore te rajouter le peut-être ça va sauter, mais je garde toujours moi à l'esprit que bah, ça se trouve à 16 heures, j'allais te dire, bah voilà, on est obligé d'annuler le podcast parce que mon boss, je sais pas, veut faire un sauna ou veut aller courir, tu vois. Ça, Et en, c'est au- et en aucun cas, je peux lui dire, ah bah non, parce que j'ai un podcast avec Sean, on va pas courir. Non, parce que sachant que je suis son employé, bah tu dis pas à ton employeur, quel qu'il soit, ah bah non, j'ai un podcast, va te faire voir, tu vois, ça n'existe pas. Ça, c'est quelque chose qui me pesait beaucoup à l'époque pour le côté de mes entraînements, le fait de ne pas toujours être super calé sur ce que je vais faire. Quand je faisais de l'haltéro à l'époque, je me rappelle, je bossais sur les chantiers encore à Vancouver. Donc les journées étaient assez longues et physiques. Et ensuite, j'allais à la salle m'entraîner. Et je me rappelle, j'avais énormément de peine dès le moment où j'avais pas mon heure et demie minimum pour caler ma séance d'haltéro. Dès Ouais, que ça se raccourcissait de 15 minutes, parce que je devais rentrer pour la famille et tout. Et avec le recul, je me dis, mais t'es vraiment con en fait. T'aurais dû plier ton sac et rentrer. De toute façon, je faisais n'importe quoi, je dormais pas, j'étais trop fatigué, ouais, ouais. je m'entraînais mal. Enfin, voilà, avec le recul, on peut tout remettre en question, mais le point sur lequel je voulais revenir, c'est le manque de flexibilité dans mon approche que j'avais en fait. Ouais. Comment toi, tu deals au jour le jour avec cette flexibilité, on va dire presque infinie, dont tu dois faire preuve pour ben, simplement répondre à la demande et t'organiser chaque jour? Ah, attends. Alors, attends, c'est du live, je crois qu'il y a un livreur qui arrive, il y a mon chien qui. Je vais ouvrir la porte et j'arrive. Bon, pendant que Vincent il va répondre au livreur, je vous continue la petite histoire. Donc j'avais énormément de peine quand je devais m'entraîner à ne pas faire ce que j'avais prévu sur le papier. Et je pense que ça m'a porté préjudice et j'aurais eu meilleur temps ben, d'être simplement plus flexible et d'accepter que c'est pas toujours exactement comme on le souhaite. J'ai fait un petit peu de meublage pendant que tu as répondu au livreur, donc Tais-toi. Ok, t'as bien fait. Il y a mon chien qui gueule. je te laisse Euh, enchaîner. pour la petite anecdote, j'avais mentionné sur Deliveroo que je voulais que le mec laisse le truc à la porte, mais voilà, comme à chaque fois, ça marche pas, quoi. Donc voilà. Ouais, c'est pas grave, ça fait de l'animation dans le podcast, Vincent. Ouais, ok. Donc tu me demandais comment je dealais avec cette. Ouais. Et ben en fait, premièrement, j'ai appris à le faire parce que c'est moi qui suis quelqu'un d'assez rigide dans mon. Ah, excuse-moi encore. Ça suffit. Tu te tais. Maintenant, c'est le chien. Avant, c'était le livreur, maintenant, c'est le chien. Tu te tais. Mais Tu vas on là-bas. a la chance d'avoir Vincent en podcast, donc on fait avec le livreur et on fait avec le chien. C'est pas grave. On pourra en faire un highlight, je crois. Désolé, Jeanne. C'est ça, il n'y a pas de souci. Je disais, on a la chance de t'avoir en podcast, donc on va dealer avec le Non, livreur mais et y a avec le pas de chien. chance. Il n'y a pas de chance, ne dis pas ça. Donc, ouais, ça va faire 2 ans que je travaille pour lui. Et en fait, je te disais, c'est qu'avant, malgré quand j'avais ma salle, le fait que je bossais 15 heures par jour et que du coup, c'était beaucoup plus éprouvant et cadencé, etc., Mhm. j'avais cette lisibilité de me dire, OK, si je commence les coachings à 7 heures, ben, j'ai le loisir, entre guillemets, d'aller à la salle à 5 heures, faire ma séance, de savoir que, bon, je prenais des cours de piano déjà à l'époque, savoir que si je voulais, je prenais pas de coaching à 15 heures et je me mettais mon cours de piano de 15 à 16 et je repartais à 16 heures pour mes cours. Aujourd'hui, la chance que j'ai, c'est que l'un comme l'autre, lui comme sa femme, c'est pas des super matinaux. C'est-à-dire que c'est pas comme beaucoup même d'entrepreneurs comme on peut le connaître, qui vont me dire, OK, séance à 7 heures demain ou séance à 6 heures. Donc je sais que quoi qu'il arrive tous les jours, de 6 heures à 8h30, je suis libre. Mhm.
Donc déjà, ça, c'est bien parce que moi, je suis quelqu'un de matinal, donc ça ne me pose pas de problème. Bon, j'ai l'autre problématique, c'est que j'ai un enfant et que du coup, en général, c'est moi qui l'emmène à la crèche, donc c'est à 8h30. Mhm. Donc, je sais que quoi qu'il arrive, je pourrais faire ma séance de six à 8. Donc, dans ma tête, il n'y a aucun jour où, si je le veux, je ne peux pas m'entraîner, si tu veux. Déjà, premièrement, ça, c'est clair. Après, ce manque d'horaire fixe, c'est vrai que c'est pesant plus pour ma femme, tu vois, je dirais, Mhm. parce qu'à chaque fois qu'elle me dit ah, demain on va au mall ou je sais pas, ou demain on emmène Oscar, je sais pas, jouer là comme ils sont là en ce moment, bah, à chaque fois je lui dis la même chose, je lui dis bah je sais pas. Et en fait, je pense que sur 10 fois, il y a vraiment 8 fois où je vais dire je sais pas, mais parce que je sais vraiment pas en fait, tu vois. Bon, alors après, quand la journée commence et que c'est 9 heures du mat, c'est rare que je ne sache pas comment s'organise ma journée, si tu veux. Mhm. Mhm. Mais il y a toujours, comme pas plus tard que ce matin, je vais par exemple quitter mon client, mon boss, et il va me dire bah, peut-être que ce soir on fait un truc à 19h, peut-être que ce soir on fait un massage à 19h, ou peut-être que. Donc voilà, il y a toujours cette petite inconnue qui fait que je suis jamais vraiment libre à 100% dans ma tête, si tu veux. Voilà. Après, comme toutes les super, comme tous les super postes, je dirais, comme tous les trucs un peu privilégiés, il y a ce petit il y a ce petit revers de médaille. Et moi, clairement, je sais que c'est celui-là. C'est mon revers de médaille, c'est ça. C'est que, OK, dans ta journée, dans ma journée, je vais avoir 5 heures de boulot, donc je vais avoir, tu vois, 17, 18 heures de libre, quoi. Enfin, si on compte la nuit, mais. Donc, j'ai un temps infini pour faire énormément de choses. Mais voilà, c'est morcelé et il y a toujours cet inconnu qui fait que, bah, ah merde, je voulais m'entraîner à 15 heures. Ah bah non, parce qu'en fait, il m'a bougé la séance de midi à 15 heures. Donc, bah, je me suis pas entraîné là parce que je prévoyais d'y aller. Donc, c'est soit j'y vais après, soit en gros, je l'ai dans l'os, quoi, tu vois. Donc, voilà, il y a toujours et en fait, et je pensais à toi tout à l'heure, les gens, il y a beaucoup de podcasts qui ont sauté en l'occurrence à cause de ça. Tu vois, il y a par exemple Biomécanique Podcast. L'année dernière, on devait faire le podcast et je pense qu'il l'a un peu mal pris parce qu'il m'a demandé peut-être 4, 5 fois de le faire. Et à chaque fois, je lui déplaçais parce que, comme je lui dis, ah bah non, mais je peux pas, en fait. Et je pense que les gens, ils doivent se dire, en fait, Sartel, c'est un gros connard, il a le melon. Et il nous annule les trucs au dernier moment. Mais en fait, c'est pas que j'annule les trucs parce que j'ai le melon, c'est juste que, ben, voilà, mon boulot veut ça, en fait, tu vois. Mais Voilà, donc c'est. comme tu as dit, ça va avec le job. Et enfin, moi, j'ai toujours pris la perspective que les gens que j'invite, ils me doivent rien. Et des fois, ça prend un petit peu de travail, un peu d'organisation pour les recevoir. Mais c'est d'autant plus chouette quand ça se passe. Parce qu'au final, il y a une petite histoire derrière. Je sais qu'avec toi, ça fait quand c'est qu'on a fait le dernier, ça doit faire bientôt une année, je pense. En tout cas 8 mois, je dirais. Quelque chose Alors comme non, ça. attends, ah, non, 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 ça fait plus parce que c'était Plus. avant que je parte vivre en Russie. Parce que je crois que Je crois que c'était je juste t'avais. avant, hein, C'était juste avant, je crois. il me C'était juste semble, ouais. avant. Donc, mon fils venait de naître. Donc, à mon avis, on a dû le faire entre octobre et janvier 2022. C'est ça, Donc, ouais. tu vois, et non, non, parce que je me revois te dire que bah, j'avais fait le choix de partir en Russie malgré la guerre, malgré le contexte, etc. Mhm. Et donc, non, ça fera, ouais, ça fait 1 an et demi, quoi. Et je pense qu'on a dû s'écrire en tout cas 3 ou 4 fois entre ce moment-là et maintenant avec des espoirs de Ouais, podcast. ouais, 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 c'est ça, c'est ça. Ça prend un petit Et moment, ouais. je t'ai aussi dit que moi je relançais mais ça dit quoi sur Twitch et que j'espérais t'avoir à la rentrée. Donc bon, j'ai pas encore de date parce que encore une fois, et le vrai problème que je vais avoir, et je sais que ça va me porter préjudice au développement de mon podcast si vraiment je veux, c'est parce que les invités, ça va être toujours du short notice je vais contacter les gens comme je vais le faire avec toi dans quelques semaines et je vais te dire, ben, peut-être que mercredi prochain, si t'es libre, on en fait un. Tu vas me dire, OK, ben, je bloque, machin. Et il y a 50% de chances que je t'écrive à 17h le jour même pour te dire, ah bah, je suis désolé, est-ce qu'on peut le faire demain, tu vois? Mais en même temps, ça fait partie de l'aventure. Et ce que je veux dire par là, c'est que, et je pense que ça résonne un peu avec le point précédent, qui est que le planning, il va pas toujours être parfait. Des fois, il va être loin d'idéal ou de parfait. Mais au final, tu as le choix, en fait. Soit tu es flexible, soit tu fous rien. Bien Parce sûr, bien que c'est sûr. l'alternative. Ouais, ouais. Et puis après, certains vont me dire, ah bah non, moi écoute, j'ai un créneau à t'allouer dans toute mon année. Et certains sont plus. Mais après, bon, on est tous en âge maintenant d'avoir des gamins, d'avoir des vies de famille, des emplois du temps remplis. Toi, le premier, t'es sollicité, t'as un planning, je pense, qui est assez carré, parce qu'à mon avis, t'es un mec carré.
Et voilà, donc tu peux pas non plus t'en remettre qu'il y a des gens qui font sauter les créneaux et je le comprendrais, tu vois. Et du coup, je pense que voilà, le podcast avec Biomécanique, on ne l'a jamais fait parce que je pense qu'il a un peu pris la mouche, mais je ne l'en veux pas, de se dire, bon, bah, il me pète les couilles avec ses impondérables, tant pis, tu vois. Et de toute façon, il n'a pas besoin de moi pour que son podcast cartonne, donc tout va bien, tu vois. Mais voilà. En tout cas, je serais honoré d'être invité à la dernière minute sur ton podcast, Vincent. Non, mais tu le seras et je ferai en sorte que ça soit pas à la dernière minute. Non, Non, non. et je te dis, hein, si tu me dis on book ça, mais ça peut bouger, je pense qu'il y a aussi des. J'essaye d'être le plus rigide possible avec moi-même et avec mon emploi du temps parce que j'en ai besoin maintenant. Parce que si je dis oui à tout, ça me ruine ma vie et celle de ma famille. Donc, je suis obligé de dire non à beaucoup de choses. Et c'est dur, hein, c'est quelque chose que j'ai dû apprendre. Et là, je le fais de plus en plus. Et ça va, je commence à accepter le fait que dire non, ça fait partie de faire. En fait, ouais, je crois que c'est Alex Hormozy qui a dit quand tu dis non à quelque chose, tu dis oui à quelque chose de plus important. Bien Et sûr. au final, c'est ça, une fois que tu le recadres et que tu te dis, bah, dire non pour les bonnes raisons, parce que tu sais que tu as quelque chose d'autre que tu dois mettre en priorité, au final, ça a du sens. Mais en même temps, je me garde le choix dans des cas comme ça, de me dire, non, je peux quand même rester flexible. Si je dois l'être pour une opportunité comme celle-ci, je le serai. Si Euh, le jeu en vaut la chandelle, à chaque fois, c'est toujours c'est toujours ça, de toute façon. voilà, la balance. Ça me fait plaisir que tu mentionnes Alex Hormozy parce que bah, tu vois, hors ligne, on parlait vite fait de. Enfin, je t'ai mentionné que j'ai essayé de changer mon contenu, etc. Et clairement, si on doit me demander ma plus grande inspiration à l'heure actuelle, on va dire overall, tu l'as déjà? Ah, ça, c'est le, Ah c'est non, le c'est le premier. premier, c'est le premier. Ah C'est le non, premier. la cover, il est bleu, ouais. Et ma plus grande inspi du moment, c'est lui. C'est pour tout, pour l'intelligence, la brillance de l'esprit, la qualité de sa com, la manière dont il gère ses réseaux sociaux, comme il a posté une vidéo ce matin de 0 à 5 millions de followers en 24 mois. Enfin, c'est waouh, quoi. Franchement, c'est waouh, tu vois. Et je pense que tu as la même inspi, tu as la même aspiration à faire pareil, j'imagine, tu vois. Ouais, j'étais très influencé pendant des années par Gary Vaynerchuk, Gary Yeah, V, bien je pense sûr, que tu ouais, ouais. connais et d'autres aussi. Moi, je l'ai Et même rencontré l'année dernière. Tu peut-être pas vu. non, j'ai pas vu. En Turquie, bah, Sérieux? l'hôtel où j'étais encore staté, bah, c'est sur mon Insta. J'ai une seule story à la une, c'est avec lui. Il était à l'hôtel où je coachais mon boss l'année dernière. Hmm. Et en fait, il s'entraînait, machin. Et le lendemain, je faisais des burpees. Il vient me voir, il était avec, comment il s'appelle le mec qui est toujours avec lui là? Avant, c'était Mike. C'est plus Mike maintenant, hein? Non, c'est un autre gars, comment il s'appelle? Enfin bref. Et Ouais. du coup, les deux ils viennent me voir, ils me font, putain, mais t'es un taré, pourquoi tu fais des burpees? Je faisais un Tabata burpees, tu vois, je me mettais dans le rouge, mais comme tous les jours, pas pour l'impressionner, tu vois. Et il me dit, ok, vas-y, je le fais avec toi. C'est Gary qui me dit lui-même, vas-y, je fais les burpees avec toi. Et je me dis, wow, what the fuck, tu vois. Sachant que la veille, j'avais un peu fait le fanboy, tu vois, machin, on peut faire une photo et tout. Et du coup, à la fin, j'avais mon petit mantra du moment, c'est Attitude is everything. Ouais. Et avoir la story à la une. Et je lui dis, ok, ben on fait les burpees. Par contre, à la fin, tu prends mon tel et tu me fais une petite story Attitude is everything. Et il l'a fait grave cool, tu vois. Ah, c'est incroyable de suivre des gens comme ça. Et le jour où tu les rencontres, ils sont tout aussi cool que quand tu Alors, les. il n'est pas très accessible, je trouve, en réalité. En tout cas, il n'est pas comme. Mais je me pondère en le disant parce que je sais à quel point les gens connus, c'est compliqué de. Hmm. Enfin, t'es tout le temps. Enfin, t'es tout le temps. Je ne m'inclus pas dans les gens connus, mais je connais pas mal de gens connus et ils sont très souvent taxés d'inaccessibles, de connards, de boulards, de gel melon, etc. Et en fait, et c'est Alex Hormozy d'ailleurs qui le dit, quand tu deviens connu, c'est bien souvent pas toi qui change, c'est les gens autour de toi qui changent et qui te mettent ce malaise vis-à-vis de ta célébrité sur le dos en prétextant que tu as changé. Mais en réalité, non, c'est les gens autour de toi qui prennent un peu cette célébrité comme une patate chaude et qui savent pas quoi en faire. Et du coup, qui changent leur comportement, même bien souvent, comme le disent certaines célébrités, même ton premier cercle qui commence à changer, alors que toi, tout ce que tu attends en tant que célébrité, c'est que ton premier cercle reste le même, quoi. Et souvent, et donc voilà. Et j'avais trouvé, mais malgré tout, j'avais quand même trouvé que Gary Vee, bon, il s'était prêté au jeu de la story. C'est lui qui m'avait dit Hmm. on fait les burpees, mais tu vois, je l'ai recroisé le lendemain à la salle. Bon, on s'est salué, machin. Mais voilà, c'est comme si c'était rien passé la veille, tu vois. Voilà, c'est genre, chez une meuf, je suis venu dans sa chambre d'hôtel.
Il m'a tiré, mais le lendemain, il sait plus qui je suis, tu vois. Bon, au moins, tu as pu faire des burpees avec lui. Donc, Mais j'ai quand même fait des burpees avec Gary Vee, c'était cool, tu vois. C'était stylé. non, il m'avait... Et je me Euh, rappelle, alors, j'avais pas eu la chance de le rencontrer, mais par contre, je lui avais écrit un tweet il y a de ça des années. Et je crois que je lui avais dit, c'est le dilemme de Gary Vee, c'est est-ce que tu regardes son contenu ou alors est-ce que tu vas prendre action, est-ce que tu vas mettre des choses en place? ouais. Et je me rappelle, il était dans un aéroport et il m'a fait une réponse vidéo d'une vingtaine de secondes Ah, stylé. et il m'a dit, audite ta journée, trouve 2 heures où tu fais de la merde, ensuite tu regardes plus de contenu et une fois que tu as tout regardé, tu vas exécuter. Et ça m'avait mis le feu. Ça tue C'était, et c'était un ça truc prend de sens en fou. vrai, tu vois. Ouais. Parce que, et c'est vrai que consommer du contenu, on le sait, c'est du temps où tu vas rien faire. Mais quand tu consommes du contenu comme celui d'Alex Hormozzi, par exemple, pour le citer encore, ça déclenche tellement de. Enfin, moi, ça me suscite tellement de réflexion sur bah, la manière dont je peux gérer mes réseaux sociaux, la manière dont je peux gérer mon temps, la manière dont je peux gérer, dont tu vas scaler tes objectifs, les choses que tu vas prioriser. Et du coup, consommer du contenu comme ça, déjà, si tu as la chance de comprendre l'anglais, parce que bon, son contenu n'est pas traduit, mais si tu arrives derrière à transformer l'essai et à en faire quelque chose, c'est pas du temps perdu, je pense. Alors Non, après, clairement pas. effectivement, si tu passes 10 heures à regarder des vidéos d'Ormozzi et que le reste du temps tu fais rien, effectivement, tu perds ton temps. Ou si tu regardes du MrBeast toute la journée, tu perds ton temps, effectivement. Tu t'es fait prendre dans l'engrenage. Mais ça, Ouais, c'est un des trucs avec Hormozy qui me fascine, c'est que vu que je commence à comprendre un petit peu les ficelles du métier et comment ça fonctionne, j'analyse vraiment comment lui délivre son message. Et un des trucs, bah, récemment, il a sorti son nouveau bouquin et il a une offre de malade sur le webinaire qu'il a fait. D'ailleurs, le incroyable. webinaire, pour ceux qui sont intéressés, 1 heure et demie de webinaire de vente, c'est littéralement une leçon appliquée d'un webinaire de vente par Hormozy pendant 1 heure et demie. Et bah, je suis en train de réécrire une bonne partie d'un des webinaires que je suis en train de créer en suivant sa trame et en suivant différentes idées qu'il a inclus et la manière dont il séquence les informations, comment il les délivre. Enfin, c'est littéralement l'illustration de son bouquin, en fait, ce qu'il a fait pendant 7 heures et demie. Et je pense si tu es prêt à ouvrir les yeux, à prendre des notes et à ajuster les choses que tu fais, il y a tout à y gagner, ça c'est sûr. D'ailleurs, il le dit, je crois qu'il a passé 2000 heures à écrire son bouquin et 200 heures à scripter les 1 heure et demie de présentation qu'il a fait là. Ce Mhm. qui est assez incroyable. Et en fait, il dit, c'est si à la fin des 200 heures, j'avais l'impression qu'il fallait en mettre 200 autres, mais je le fais parce que il le dit, ce qu'il déteste, c'est être pris au dépourvu. Et j'écoutais encore tout à l'heure en conduisant un podcast qu'il a fait sur une petite chaîne YouTube qui a peu d'audience aux États-Unis, et du coup le mec lui pose des vraies bonnes questions, tu vois, c'est pas des questions trop mainstream, et en fait ouais, c'est ce qu'il dit, c'est que plus tu travailles sur quelque chose, moins tu vas être pris au dépourvu, et que du coup les heures de travail potentielles pour mettre quelque chose, enfin pour faire naître quelque chose, c'est à l'infini. Euh, et ouais, c'est tellement inspirant, je trouve, de se dire qu'un mec comme lui qui devient un leader presque mondial, je pense, tu vois, en termes de com, de vente, de réseaux sociaux, etc., bah que aussi gros qu'il puisse être, il passe quand même encore 200 putains d'heures, tu vois. Alors que maintenant, avec l'audience qu'il a, avec la légitimité qu'il a, il aurait très bien pu torcher ça en 2 heures, à mon avis, tu vois, sa présentation. Il aurait pu le faire Ah, sans note, je pense. il aurait pu le faire sans note, il aurait pu faire que toute sa team le fasse et qu'il ait juste 3 fiches à potasser 1 heure avant. Mhm. Et non, le fait est que le mec passe quand même 200 heures à faire son PowerPoint, enfin, à faire sa présentation. Et c'est incroyable. Et c'est une leçon de. T'es pas au sommet pour rien, en fait, mon gars, tu vois. T'es pas au sommet pour rien. T'es au sommet parce que tu mets les putains d'heures derrière le travail, quoi. Et Ouais. ça, c'est incroyable. Ça, c'est incroyable. Et au Et c'est final, faire ça à tout le monde, tu vois. Et hmm. je te coupe, désolé, mais. Non, non, vas-y. Et là où je me sens concerné par où j'ai envie de marcher dans ses pas, c'est qu'il vient du fitness, tu vois. Mhm. Il était gérant de salle. Bon, il avait 5 salles. Bon, moi, j'en ai une, mais tu vois, il a aussi eu ce côté un peu lassitude du monde du fitness. D'ailleurs, il le dit dans le podcast dont je te parle, là, c'est que, bon, d'ailleurs, il s'est pas entraîné pendant 3 semaines. J'étais un peu surpris, mais pour préparer ses slides, il a stoppé carrément l'entraînement pendant 3 semaines, tu vois. Et en fait, il voit plus grand parce que je pense qu'il a eu conscience que le fitness, on le sait,
va t'éduquer sur le lifestyle, sur la rigueur, sur le fait bah, de travailler pour quelque chose, mais de savoir que tu vas en récolter les fruits dans X mois, X années, etc. Parce que c'est un peu ça que le fitness t'enseigne. C'est, OK, tu commences ta fitness journey aujourd'hui, mais tu sais que tu ressembleras à quelque chose dans 3 ans ou dans 5 ans. Mhm. Ou tu sais que ton bench press à 100 kilos ou ton deadlift à 150, tu l'auras pas demain. Et c'est ça la magie du fitness, c'est que ça t'enseigne la patience, c'est que ça t'enseigne la discipline et le travail. Et je pense que ces valeurs-là, elles sont transversales à tous les domaines et qu'une fois que tu as un petit peu épuisé la ressource fitness, enfin, ou que tu as un peu l'impression d'avoir tourné dans l'aquarium un millier de fois, bah, tu te dis, OK, je vais utiliser ces mêmes valeurs que sont la discipline, la rigueur, la patience. Et en fait, tu sais que si tu les transposes à n'importe quel domaine, tu peux développer avec ces mêmes valeurs n'importe quel business, je pense, tu vois. Et c'est ce qu'il a réussi à faire. Et je trouve que c'est l'enseignement qui est le plus transversal à tous les domaines, c'est celui-là. C'est de savoir que les skills que tu as développés en tant que coach, en tant que gym owner, etc., et ta pratique du fitness, encore une fois, et la patience que ça t'enseigne, c'est ça que tu vas pouvoir appliquer à l'infini à tous les business, quoi. Un petit peu, je pense. Ouais, absolument. Et t'en parlais dans un de tes reels récemment, la valeur du travail est au final la seule variable sur laquelle on peut vraiment avoir une influence conséquente. C'est voilà, est-ce que tu fais le travail ou est-ce que tu fais pas le travail? Et ça, ça va être vrai, comme tu l'as dit, dans l'entraînement, que tu essayes de performer. Ça va être vrai dans ta vie de tous les jours, quand on parle de discipline, comment tu manges, comment tu dors, qu'est-ce que tu bois, qu'est-ce que tu fais dans ton temps libre. Et comme tu l'as dit, côté développement de carrière ou d'entreprise ou même développement personnel, combien de temps et combien d'efforts tu as investi dans ce développement-là. Et au final, c'est un outil, on va dire, qui est accessible à tout un chacun. Et comme tu l'as très bien dit, qui peut s'appliquer de manière transversale, peu importe le domaine dans lequel tu évolues. Ouais, bien sûr, je suis d'accord. C'est que, enfin, je pense que ce à quoi tu fais référence, c'est l'investissement sur soi-même. Et du coup, le fitness fait partie de l'investissement sur soi-même. Mais pour moi, et même si je suis coach et je suis dans le monde du sport, de plus en plus, j'essaie de prêcher pour ne vous contentez pas du fitness, c'est-à-dire ne vous contentez pas que de l'aspect corporel ou l'aspect esthétique ou l'aspect même performance. Parce que même si en tant que coach, un petit peu, on va dire strength and conditioning, on va valoriser la performance plutôt que l'esthétique. Bon, pour moi, déjà, l'esthétique est une performance en soi. Mais au-delà de ça, c'est que si tu n'es qu'un superbe ou qu'un excellent athlète, mais que tu n'es rien d'autre ou que tu ne te définis que comme ça, tu es un peu une coquille vide, je pense. Tu es une coquille vide, toi, vis-à-vis de toi-même, c'est-à-dire que ça veut dire que philosophiquement ou spirituellement, bah, tu te délaisses et du coup, t'es vide quand tu es seul avec toi-même et tu es vide dans tes rapports avec les autres, je pense, parce que ta complexité en tant qu'être humain et ta profondeur d'esprit, ta capacité à interagir avec les autres, c'est pas en soulevant des barres que tu la développes, clairement, tu vois. Le moment Ou- le moment le plus flagrant dans ma vie, j'ai un petit, désolé de te couper, Non, un non, petit vas-y, vas-y. exemple qui me vient en tête, c'est quand j'étais à l'armée. J'ai fait mon service long ici ensuite. Donc, pour ceux qui connaissent pas trop le fonctionnement, tous les citoyens sont obligés, entre guillemets, enfin, ont l'obligation de faire le service militaire. Pour un soldat, c'est 300 jours. Moi, j'avais gradé, donc j'avais 500 jours à faire. Et tu peux soit faire 4 mois la première année comme école de recrue et après tu y retournes chaque année 3 semaines à peu près jusqu'à ce que tu aies fini ton compte de jours, en fait. Soit tu fais tout d'un coup qui s'appelle le service long, et c'est ce que j'avais décidé de faire, parce que j'avais pas envie de faire Donc 500 jours. J'avais fait 500 jours d'une traite, ouais, d'une traite, à peu de choses près. Et c'est une des choses que j'avais remarqué, c'est que tu passes toute la semaine là-bas, donc du dimanche soir au samedi matin. Tu es libre entre samedi matin et dimanche. Moi, j'avais 3 heures de route ou de train suivant le moyen de transport que je choisissais pour m'y rendre et pour revenir. Donc, en gros, j'avais Ça 24 fait heures à la court, maison, quoi. quoi. Ouais, ouais. Ça fait court. Et ce dont je me suis rendu compte après plusieurs mois, c'est que tu rentres à la maison et tout ce que tu as dans la tête, c'est de l'armée. C'est le vocabulaire de l'armée, c'est les blagues de l'armée, c'est ce qu'on t'a appris. Et tu sors en soirée ou tu sors avec des potes discuter et tu n'as rien à dire. Et tu sers à Ouais. rien parce que tu vis dans un monde parallèle. Et ça, c'était, je pense, l'exemple le plus absolu que j'ai vécu de cette situation-là où
quand tu mets tous tes œufs dans le même panier et quand tu fais qu'un seul truc, ben, dès le moment où tu sors de ce cadre, t'es plus personne, comme tu l'as dit. Et je pense, pour revenir sur ce que tu as dit par rapport aux sportifs ou aux athlètes qui se définissent par leur sport, par leur performance, je pense les moments les plus durs, c'est potentiellement quand tu vas te blesser ou quand tu vas pas atteindre tes objectifs. Si tu n'as rien derrière sur lequel tu peux te replier en termes de qui tu es, en termes des gens autour de toi, de ta famille, de tes proches, ou même d'un hobby que tu fais à côté qui a rien à voir avec le sport, au final, T'es dépressif t'es derrière. dépressif. Et Hmm. s'il y a un fil qui lâche, au final, tu n'as plus rien qui te retient. Exactement. Et bah, d'ailleurs, je crois que c'est un peu ça que j'avais dit dans un post il y a longtemps par rapport au piano, c'est que je voulais me dire, OK, il y a quelque chose d'autre qui m'anime à part faire mon sac et aller soulever des poids, en fait, tu vois. Et surtout, il y a quelque chose d'autre qui me challenge. Hmm. Au-delà de m'animer, c'est quelque chose d'autre qui me challenge et qui me fait grandir parce qu'on on grandit quand même à travers les challenges. Et donc, c'est pas que je voulais absolument m'en trouver un, mais c'est que du moment où j'ai commencé ça, c'est un nouveau monde qui s'est ouvert, en fait. C'est comme si avant, je passais toujours par la même porte. Et là, putain, il y avait deux portes, en fait, tu vois. Il y avait, il y a, et bon, là, j'apprends une langue étrangère en ce moment, donc c'est comme s'il y avait une troisième porte. C'est OK, aujourd'hui, je vais pas me challenger en allant à la salle, mais je sais que je peux toujours bosser mon vocabulaire ou ma conjugaison, ou que je peux bosser telle partition. Et c'est vrai que souvent, et on le sait, il y a beaucoup de mèmes un petit peu, enfin, il y en a peut-être moins maintenant, mais sur le CrossFit, et c'est ça qui m'a beaucoup déplu à l'époque. Je pense que tu vois où je veux en venir, c'est que moi, je déteste les gens qui ne se définissent que par ce qu'ils font, en fait. Et on le sait, enfin, en tout cas, moi, j'aime bien un peu le surligner en gras, même si je pense que c'est caricatural. Les crossfitters, en tout cas, ceux que je côtoyais il y a bientôt presque 10 ans, c'était que ça. J'ai déjà fait des soirées où on m'a invité, où c'était des potes crossfitters qui m'invitaient. Les mecs, ils parlent que de double under, de Fran, de. Et j'ai envie de leur dire, les gars, mais suicidez-vous, en fait. Si la seule chose que vous savez faire en soirée, c'est parler de votre temps au Fran ou de parler de votre temps sur 30 clean and jerk à 60 kilos, on s'en bat les couilles. Moi, je m'en bats les couilles en tout cas. D'une, parce que je fais pas de crossfit. Et de deux, parce que même si je fais pas du crossfit, je soulève des barres comme vous toute la journée et je fais soulever à des gens des barres toute la journée. Je viens pas en soirée pour parler à des mecs qui soulèvent des barres toute la journée de combien étaient leurs barres en fait. Foutez-moi la paix, tu vois. Et cet aspect ultra communautaire, et je pense que tu l'as un peu, parce que je tape toujours sur le CrossFit et j'ai pas envie de faire que ça. Je pense que les triathlètes sont un peu pareils. Je pense que même l'athlète, tu vois. Après, bon, tous les sports. Moi, j'ai fait du judo pendant 15 ans. C'est vrai qu'à l'époque, quand je sortais avec mes potes judokas, bon, on parlait de judo, on parlait de la compète de. Mais j'ai l'impression que ouais, il y a des communautés où c'est un petit peu plus marqué. Bah oui, parce Et que c'est des environnements où, comme on l'a dit, si tu passes tout ton temps là-bas, que tu fais que ça, que ouais, tu c'est vois ça. que ces personnes-là, et au final, tu tends à devenir unidimensionnel. Et donc, oui, tu es super à l'aise et tu es super à ta place quand tu es dans cet environnement-là, mais ça veut potentiellement aussi dire que dès le moment où tu sors de ce cadre, tu n'es plus personne. Et Tu t'appauvris en tant qu'être humain, je trouve. Et je pense que c'est comme les bodybuilders, tu vois, les Hmm. bodybuilders compétiteurs, j'entends. Bon, eux, ils sont presque obligés d'être en couple avec soit un bodybuilder, soit une bodybuildeuse, tu vois, parce que la diète, parce que les tupperwares de haricots verts et de poulet, mais en fait, du coup, tu n'es que un couple de bodybuilders ou tu n'es que un couple de crossfitters. Hmm. Euh, et du coup, ça me fait penser à un sketch d'un humoriste je sais plus qui c'était, mais en gros, il se moquait des gens enfin, des couples qui parlaient toujours qui parlaient toujours d'eux en disant on. C'est-à-dire, ah, on adore aller en vacances aux Maldives ou ah non, mais nous, on adore manger chinois. Et en fait, quand tu leur poses une question individuellement, ils vont toujours répondre en incluant le conjoint. Et Mhm. c'est vrai que moi, je déteste ce comportement parce que tu existes en tant qu'individu. Pas parce que tu es marié à machine ou à machin que tu es obligé de ne faire part de tes goûts que à travers ton couple ou de dire ah non non mais nous on déteste aller dans le Jura ou ah non non mais nous on adore aller en Suisse. Ouais mais ok mais peut-être que ta meuf adore aller en Suisse, mais peut-être que toi tu préfères aller à Londres et tu as le droit de C'est dire que enfin voilà. Et du coup la variabilité sociale. la variabilité sociale et les gens qui dans leur couple pratiquent tous les deux le CrossFit ou parce qu'ils se sont rencontrés là-bas ou pratiquent tous les deux le body,
Bah, alors, je dis pas que mes discussions de couple sont tous les soirs passionnantes, évidemment, parce que c'est pas le cas. Mais bon, voilà, au moins, on sait pas des discussions mono sujet, si tu veux. Et le mono sujet, à mon sens, c'est rarement intéressant, peu importe le sujet. Ouais, ouais, dans ce cadre-là, moi j'ai de la chance d'avoir ma petite femme Lynn qui me tire toujours et qui me force à sortir de mon cadre de confiance et Tu parles pas que de zone 2 tous les soirs. alors pas de zone 2 mais du travail, parce que j'adore ça, comme Non, non, tu le mais je te sais. taquine. Ouais, ouais, Et, je sais. donc, ouais, j'adore parler du taf parce que, bah, surtout en ce moment, il y a tellement de projets qui fusent et on parlera un petit peu des tiens aussi parce qu'il y a des développements intéressants de ce côté-là. Mais c'est elle qui doit me tirer et me dire littéralement, vas-y, arrête, on arrête de parler de boulot. Vas-y, viens, on va se promener, on parle Ouais, du ouais. mois prochain, on reçoit des gens à la maison, qu'est-ce qu'on va faire avec eux, dans une année, quels sont nos projets, tu vois, le jardin, on est en train de bosser dessus. Donc il y a toutes ces petites choses et je pense que sans elle, je serais un monoculturiste, si c'est comme ça Ouais, qu'on mais qu'on l'appelle. Je si serais sans elle, coincé dans t'étais, ma boîte, quoi. si sans elle, t'étais célibataire et focalisé uniquement sur le boulot, sans enfant, ça fait sens, si tu veux, je trouve. Enfin, Hmm. voilà, tu te plonges dans le travail. Bon, ça fait sens, oui et non, parce que du coup, Elle serait pas aussi chouette, ma vie, je peux te le dire. elle serait pas aussi chouette et tu ferais sûrement peu de rencontres parce que tu serais uniquement monotage, tu serais boulot, boulot, boulot. Je Hmm. termine un séminaire, j'en prépare un autre, je prépare des slides, etc. Et je prépare mon prochain podcast. Mais après, à l'inverse, on le sait, les gens très successful dans leur domaine, en général dans le travail, c'est des gens qui ratent un peu leur vie personnelle. Enfin, bon, beaucoup de grands chefs d'entreprise que j'ai pu coacher, c'était en général tous des mecs divorcés à 40 ans. Euh, y- alors après, voilà, encore une fois, je pense qu'il ne faut pas juger. Tu mets la priorité où tu as envie de la mettre. Certains, c'est d'avoir des enfants. Certains, c'est d'être ultra successful dans leur vie. Certains, c'est de gagner une médaille au JO. Je pense que si vraiment ton rêve, c'est de gagner une médaille au JO, pour moi, ça fait sens de mettre le reste de côté. Euh, Est-ce que ton avis, on a tendance aujourd'hui à vouloir se focaliser sur un seul truc et on prend pas le temps de se dire, bah, peut-être que je peux être un tout petit peu moins bon dans ce un truc, par contre, je pourrais être bien meilleur dans d'autres choses en parallèle, histoire d'avoir un panier qui est un petit peu plus équilibré. Est-ce que tu vois un intérêt à réfléchir de la sorte ou à ton Tu avis, parles de sport ou tu parles de vie en général? bah, je dirais l'équilibre entre le sport, entre la vie personnelle, entre la vie professionnelle, parce que c'est vrai que, comme tu l'as dit, bah, et je vois tout à fait ce que tu as mentionné là, tout le monde, enfin, beaucoup de monde a un objectif en tête et trace vers ce un truc. Et comme tu l'as dit, hein, pour être très, 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 très bon, pour être l'outlier, si tu veux, dans une discipline, tu es obligé d'opérer de la sorte. Mais je me considère pas trop mal en termes de développement professionnel. Personnel, il y a du boulot, mais ça avance aussi. Le sport, ça tient à peu près la route ces jours-ci. Le perso avec la famille, ça avance bien. Et je trouve que d'avoir cette approche un petit peu plus équilibrée, alors peut-être que je deviens vieux et c'est pour ça que je parle de la sorte, mais je trouve ça intéressant au final de me dire, bah, j'ai pas qu'un truc et je vais essayer de gentiment tout développer en allant de l'avant, en sachant que voilà, quand c'est l'heure de travailler, il faut cravacher. Aujourd'hui, j'ai fait 8 heures de boulot bien acharné. Mais ça n'empêche que j'essaie quand même d'équilibrer tout ça. Je pense avec du recul que c'est l'équilibre qu'il faut choisir. Hmm. Euh, mais plusieurs choses en fait. Tu as dit, on a tous envie de cravacher pour un seul truc et de le prioriser. Déjà, le tous, je sais pas qui est-ce que tu inclus, mais moi je te dirais que Plutôt beaucoup de monde, pas nécessairement tous, parce bah, que en tous, fait, ce le serait trop. beaucoup de monde dans le microcosme sportif qu'on peut connaître déjà, je pense, si tu veux. Hmm. Et comme je l'ai dit la semaine dernière avec du sarcasme, bon, ça, c'est pas vraiment à voir, mais on a tendance, parce qu'on gravite dans le milieu du fitness, à penser que tout le monde est fit. Or, tout le monde ne l'est pas. Et bon, ma ligne directrice de ces dernières semaines dans mes réels, c'était un peu la médiocrité, combattre la médiocrité, etc. Et moi, je trouve que au sens large de la population, il y a déjà, au final, trop peu de monde qui, qui, qui va chase a dream, tu vois. Mal, Ouais, qui a une vocation, qui a quelque chose vers lequel enfin on. Ouais, voilà, ouais, au je vois ce que final, tu je veux dire. pense que au sens large, il y a beaucoup plus de gens qui se laissent porter par un flot un peu morose et médiocre et qui malheureusement ne chassent pas de grands rêves ou de grands Hmm. objectifs. Mais après, pour les gens qui le font, encore une fois, comme je te l'ai dit, c'est toujours le bénéfice
pas à risque, mais c'est ce que tu vas y gagner, ce que tu vas y perdre. Si tu es déjà excellent dans un sport, que tu as fait, je sais pas moi, que tu as fait un pôle espoir et que derrière, tu as des médailles en junior, national, etc., tu te dis, OK, il y a les championnats d'Europe, il y a les championnats du monde, il y a les JO, et que tu peux y participer, enfin, que tu peux potentiellement y participer et potentiellement faire une médaille. Pour ce genre d'aspect-là, je trouve que ça vaut le coup de sacrifier des choses. Mhm. Sachant qu'en plus, ça arrive à un âge relativement jeune si on parle de performer dans des sports de haut niveau. Donc, en général, quand tu es jeune, bon, tu sacrifies un peu les études, mais bon, maintenant, et puis les nouvelles tendances, les réseaux sociaux, les reconversions font que tu peux avoir sacrifié des études, mais si tu as performé en tant qu'athlète de haut niveau, ta vie future ne sera pas forcément un désastre. Tu vois, je pense que c'est pas comme dans les années, je sais pas, 60, 70, où tu devenais peut-être employé municipal après une super carrière. Bon, sans manquer de respect aux employés municipaux, mais bon, tu n'avais pas des perspectives de revenus ou de capitaliser sur ce que tu avais fait incroyable, si tu veux. Mhm. Mhm. Si tu étais champion olympique majeur, genre David Douillet, bon, tu devenais ministre des Sports, ok. Mais il y a un ministre des Sports tous les X années, si tu veux. Euh, donc, ouais, quand tu es jeune, ce que tu sacrifies, ça va être peut-être tes sorties, ça va être. Mais ça, à la rigueur, je te dirais bien que tu perds pas grand-chose à te mettre à l'envers tous les week-ends avec tes potes. Bon, si ça n'arrive pas, c'est pas grave. Donc, sacrifier pour une carrière sportive, ouais, je trouve que ça a du sens. Et parce qu'encore une fois, tu vas vivre des choses que ne vivront pas 97% des gens, si tu veux, les émotions que vont te procurer des victoires, que même vont te procurer des défaites en termes de remise en question, en termes de résilience. C'est des choses que tu ne fais pas normalement quand tu as un parcours scolaire classique. Voilà, tu vas à la fac, tu n'es pas sportif, tu ne te confrontes pas à ça, tu ne te confrontes pas au stress intense des compétitions, tu ne te confrontes pas à la tristesse intense d'une défaite ou d'une blessure qui va t'empêcher. Donc, tout ça, je pense que ça vaut le coup d'être vécu. Si tu as la chance de pouvoir le vivre, ça vaut le coup. Après, on parle du sport, mais si tu es musicien et que tu fais les conservatoires et que tu aspires à devenir concertiste pour n'importe quel instrument, c'est pareil. Tu vas avoir l'adrénaline des auditions, tu vas avoir l'adrénaline des concours, tu vas avoir l'adrénaline de jouer devant un public, etc., etc. Donc, dès que tu as la possibilité, je pense, de performer dans le haut niveau, quel qu'il soit, encore une fois, artistique ou sportif, je pense que le sacrifice mérite d'être fait, mérite d'être vécu. Après, quand tu arrives à nos âges, c'est-à-dire 30 ans et plus, que ta vie sportive est en général derrière toi, sauf si tu es compétiteur master, je sais pas moi, que tu fais les games sans master, etc. Mais même, je pense que même ces gens-là, ces compétiteurs master, à mon avis, ils ont un petit peu mis de l'eau dans leur vin. Et parce qu'ils ont, pour beaucoup des gamins, etc., ils se disent, OK, ben ouais, ça vaut peut-être pas le coup que je m'entraîne 4 fois par jour ou 3 fois par jour. Peut-être que je m'entraîne 2 fois, ça va suffire et je vais peut-être voir mon fils ce soir ou ce matin, si tu veux. Alors Mhm. que si je m'entraîne 4 fois, je vais ni le voir ce matin ni ce soir. Pourquoi au final? Ma carrière sportive est derrière moi, j'ai déjà ma clientèle, j'ai déjà mon audience, je suis déjà en place dans mon taf. Et moi qui suis père du coup depuis bientôt 2 ans, parce que mon fils va avoir 2 ans au mois d'octobre, euh, je sais les moments que je rate, parce que du coup ça m'arrive quasiment tous les mois de partir une dizaine de jours à Moscou. Et du coup ma famille reste à Dubaï. Et je peux dire que ça me coûte énormément. Ça me coûte, c'est-à-dire que là je suis censé partir peut-être lundi. Et je sais que pendant 10 jours je ne vais pas le voir. Lundi c'est son premier jour de crèche. Et je sais que je ne serai pas là. Donc lui, ça va pas lui changer la vie, mais moi, voilà, de pas lui tenir la main, lui faire un bisou, de le laisser à la crèche, tu vois, c'est rien que d'en parler, ça me serre le cœur, tu vois. Mhm. Et, et du coup, même si je partais pas, peut-être qu'il y a encore 5 ans, je me serais dit, ouais, mais vas-y, c'est pas grave, je m'en fous, je vais m'entraîner 2 fois lundi, c'est pas grave, je le verrai ce soir, on s'en fout de la crèche, je vais aller courir demain matin. Et ça, je le ferai plus aujourd'hui. Je le ferai plus parce que d'une, je sais que j'ai pas besoin de m'entraîner 2 fois par jour, que ça n'a aucun sens aujourd'hui. Et que je sais que mes priorités sont ailleurs. Donc, c'est pas que je me délaisse physiquement ou que j'ai plus envie de m'entraîner, c'est juste que si je m'entraîne pas demain matin ou mercredi matin parce que mon fils ci ou ça, bah, c'est pas grave en fait. C'est pas grave, je vais pas en mourir. Il n'y a aucune compétition, aucun résultat en compétition qui va en souffrir parce qu'il n'y a aucune compétition à venir. Que voilà en fait. Donc c'est ça mûrir, je pense. Tu vois, mûrir, c'est
C'est il y a quelques années, l'entraînement, c'était toute ma vie. C'est tout tourné autour de ça. Ce que je bouffais tournait autour de ça. Je te dis même que je mettais mes clients en fonction de, OK, demain, je veux faire 2 séances, donc je ne prends pas de clients à cette heure-là, je ne prends pas de clients à cette heure-là. Aujourd'hui, si j'avais encore ma salle ou que j'avais encore un business à multi-clients, je ferais différemment, je pense. C'est-à-dire que m'entraîner ne serait plus une priorité. Euh, et voilà, et en fait, oui, je pense que la mesure, enfin, la dose fait le poison, on le sait, dans tout. C'est des grandes phrases, mais moi j'aime beaucoup les grandes phrases, tu sais, comme ça, parce que tu peux, encore une fois, la transversalité, tu peux la faire avec tous les aspects de la vie. Et la dose fait le poison, je pense que c'est valable pour le pré-workout, c'est valable pour la vodka et c'est valable aussi pour l'absence que tu vas donner à ta femme ou à ton fils, en fait, tu vois. Euh, et pour que ton couple y tienne la route, il faut que tu sois présent. Pour que ton fils ou ta fille grandissent correctement, si tu as la chance d'être encore avec ton conjoint ou ta conjointe, bah, ton fils ou ta fille a besoin de ses deux parents à la maison. Et le plus tu vas lui donner de présence, le plus tu vas lier de complicité avec lui. Et les moments, on le sait, c'est encore une grande phrase, mais tu rattrapes pas les moments que tu perds avec tes enfants. Et ça, c'est la vraie richesse. Clairement, c'est la vraie richesse, tu vois. C'est inestimable. C'est inestimable. Et c'est Jason Kalipa, je sais pas si tu le suis. Je suis pas, mais je connais bien le Alors, personnage. Ouais, alors, s'il te plaît, fais-moi plaisir, suis-le parce que il est retiré du CrossFit depuis bien longtemps, on le sait. ouais, ouais, ouais. Bon, ça reste un super athlète. Il s'est mis au JJB, donc il s'entraîne avec Ok. Joko Willink, Ah, tu vois. super. Ouais, ouais, ouais. Et il est à fond maintenant dans. Donc moi, je déteste souvent ma femme. Elle m'envoie des réels sur la parentalité, tu vois Mais ceux que je déteste, c'est-à-dire sur les papas qui vont un peu se larmoyer de OK, c'est OK d'avoir c'est OK d'avoir des sensations, c'est OK d'être un peu énervé après son enfant. Ça m'insupporte ce genre de contenu. Tu vois, sur exacerber ses émotions et c'est OK. Il y a des gens pour qui ça va, moi, ça m'insupporte, tu vois. Et en fait, non, Jason Kalipa, il est plutôt sur le est-ce que tu as vraiment envie d'être ce papa unfit qui va devoir refuser de jouer avec son fils à 40 ans parce qu'il est out of shape? T'as pas envie d'être ce mec-là. Ou il en a posté un avant-hier, c'était sur les moments où tu vas dire non, où tu vas rentrer chez toi fatigué du travail et où tu vas penser quand ton fils va te solliciter, ah, je vais lui dire non, je vais dire ah non, mon fils s'appelle Oscar, non, Oscar, pas ce soir, je suis fatigué. Et lui, ce qu'il dit dans son réel, c'est je veux m'assurer dans 10 ans, rétrospectivement, qu'il n'y a aucun moment que je pourrais me remémorer où j'ai dit non à mon enfant pour jouer avec lui ou quand il m'a sollicité pour une activité. Parce que d'une, sur le moment, lui, il va pas comprendre que son père est fatigué de la journée parce que les enfants ne matérialisent pas encore. Enfin, ça dépend de l'âge qu'il a, mais ils vont pas matérialiser mon père est fatigué de la charge de travail qu'il a eu dans sa journée. Donc lui, tu vas juste lui donner de la frustration de mon père m'a dit non pour jouer au ballon, mon père m'a dit non pour lire une histoire, etc. Et lui dit, assurez-vous que ces moments-là n'arrivent que très peu ou jamais. Mhm. Parce que ces moments-là, ils valent les 10 minutes que vous allez vous enlever de temps pour vous. C'est ah putain, j'ai envie de me poser, j'ai envie de boire une bière, j'ai envie de boire un. Ouais, mais ok, ton fils, tu rentres, tu passes la porte, il te sollicite papa, il te tire par le bras, viens dans la chambre. Eh ben, va dans la chambre. Va dans la chambre parce que dans 5 ans, tu t'en voudras. Et dans 15 ans, tu t'en voudras d'avoir squeezé ces 10 minutes pour du temps pour toi qui, au final, t'en fais rien de ce temps pour toi. Tu vas te vautrer sur le canapé, tu vas te prendre une bière. Ok, c'est cool, ok, tu souffles, mais joue avec ton fils. Et je fais pas le donneur de leçons parce que moi, le premier, mon fils n'a que 2 ans, je me vois l'avoir déjà fait ça. Attends, attends, Oscar, 2 secondes, j'arrive, tu vois. Mais en fait, fais même pas ça. Et je m'en veux en le disant, tu vois. Il mérite pas ça, mon fils. Il mérite pas ça parce que putain, c'est tellement kiffant d'avoir un fils qui t'aime et qui t'attend et qui est content de te voir. Tu vois, les enfants, surtout en bas âge, comme mon fils, c'est comme les animaux. C'est comme mon chien qui gueule quand j'arrive. J'ai envie de le snatcher dans le mur. Mais en fait, lui, il a une joie qui est non contenue et qui est sincère. Et cette joie sincère et non contenue, des adultes ne peuvent plus te la donner. Ils ont Ouais, et plus la. Tu vois, il n'y a pas la. Ta femme, tu rentres du c'est boulot, inconditionnel. elle va pas sauter, crier, te sauter dans les bras. Enfin, peut-être qu'elle le fait, mais en tout cas, elle le fait, j'imagine, pas tous les soirs. Et en fait, cette joie-là, on peut pas la censurer. On peut pas et on ne devrait pas la censurer, tu vois. Euh,
et voilà. Et en fait, et ce qu'il dit, je trouve ça fantastique. Donc, si vous ne le suivez pas ou si vous n'êtes pas un ancien comme moi, Jason Khalipa, franchement, je le trouve incroyable dans son contenu. Et même souvent, il poste des réels où il s'entraîne avec son fils, ils font des WOD parce que bon, je pense qu'il a quand même 10-11 ans, son fils, tu vois, il fait du Mm. jiu-jitsu brésilien. Et en fait, voilà, c'est aussi ce que j'essaie de véhiculer un peu sur mes réseaux en ce moment, c'est soyez des leaders par l'exemple. Et lui, c'est un putain de leader par l'exemple parce que le mec, il est archi fit, il fait tout ce qu'il peut avec son enfant, il partage beaucoup voilà, parce que et c'est ce qu'il dit aussi, pour conclure sur lui, il y a quelques jours ou semaines, il a fait un réel où en fait c'était sur le hard work, qu'il faut promouvoir le hard work auprès de ses enfants. Mais en fait, il dit, OK, on peut avoir un papa ou une maman qui est entrepreneur ou qui a son compte et qui fait 12-15 heures par jour voilà, pour faire beaucoup d'argent, pour nourrir le foyer, etc. Donc ça mérite tous les respects, on est d'accord. Mais ton enfant ne va pas matérialiser que ta mère ou que ton père, l'enfant ne va pas matérialiser que son père ou sa mère est un hard worker parce qu'il a passé 13 heures au boulot. Alors que dans les faits, c'est le cas. Par contre, il dit si à la fin de la journée, tu trouves encore les ressources d'emmener ton enfant à la salle ou alors de mettre un tapis dans le salon et de faire un peu de gainage, des pompes, tu vois, de te mettre un peu dans le rouge, de transpirer, eh ben, il va beaucoup plus percevoir le hard work parce que le hard work à travers l'effort physique, c'est un peu universel et c'est perceptible par tout le monde, en gros, tu vois. Mhm. Et en fait, c'est ça qu'il dit, c'est même si tu es un hard worker dans ta vie professionnelle, essaye un petit peu d'être aussi valeur et vecteur d'exemple à travers l'effort physique. Parce que l'effort physique, ton enfant, si tu lui demandes de faire 5 squats, il va te dire, il va le faire déjà d'une manière complètement full-on et sans pondérer son effort. Donc, il va ressentir cette fatigue. Et du coup, il va pouvoir transférer ça à ce que toi, tu es en train de faire. Il va se dire, oh, putain, moi, j'ai fait 6 squats, j'ai mal aux jambes, ou 6 flexions, parce qu'il va même pas dire squat, mais j'ai fait 6 flexions de jambes, j'ai mal aux jambes. Papa, il en fait 6 fois 20. Ouais, mais papa, c'est un monstre, tu vois. Donc, toi, tu auras fait 6 fois 20 air squat, c'est rien. Mais lui, il va se dire, waouh, papa, c'est un fou, tu vois. Et du coup, je pense que enfin, je le pense parce qu'il l'a dit, mais quand il pense, ça fait sens. Voilà, tu gagnes aussi son respect vis-à-vis de ça, de papa, il est sportif. Donc, tu fais peut-être pas un marathon sub 3 heures, mais à un certain âge, ton enfant, les 20 squats fois 6 séries dans le salon, ça aura la même valeur que le marathon sub 3 heures pour lui, tu vois. C'est-à-dire que tu es un sportif. Tu es un Et, et je, sportif et tu lui donnes des belles valeurs. et je pense que c'est des valeurs que tu peux transposer dans tous les autres domaines de la vie. Avant de partir là-dessus, je fais une parenthèse. Pour ceux qui connaissent pas Jason Khalipa, allez suivre Jason. Pour ceux qui sont dans le CrossFit et qui n'ont jamais entendu parler de Jason Khalipa et qui ne connaissent pas James Fitzgerald, faites-moi le plaisir d'aller regarder les Games de 2007, de 2008, de 2009, de 2010. Parce que c'est littéralement l'histoire du sport. C'est les premiers mecs qui étaient les plus fit des fit avant que ce soit cool d'être fit. Et ça vaut la peine d'être creusé un petit peu parce que c'était Rob vraiment Orlando, mec. Je suis et Dave Lipson, les Et vidéos de ces deux mecs, Dave Lipson, incroyable. Quand il la faisait, je barre crois à que c'est. 500 dans la salle là, tous les matins en rentrant à froid, je crois que c'est ça, Et il y hein, c'est avait un 500 WOD, ouais, pounds. c'était, ouais, et il faisait un WOD aussi, c'était développé militaire, max, squat, max, et il y a une vidéo, je crois que c'est Dave Lipson qui le fait dans le garage avec Calipa, je crois. Ouais. Et les mecs, c'est des putains de gorilles, tu vois. Et Robert Orlando, moi, tu vois, qui tape tout le temps sur le CrossFit, c'est le seul mec qui a failli me faire faire du CrossFit parce que Mhm. je suis allé en séminaire Strongman, label CrossFit à Bruxelles pour le voir. J'ai fait Ouais. le séminaire. C'était la révélation. Je me suis dit, c'est quoi ce mec d'1,70 m qui fait 2,50 m de large, qui nous dit qu'il a une barre chargée à 200 dans son sous-sol et qui va se faire un deadlift tous les matins à froid pour tester son conditioning et ça. Et je me suis dit, what the fuck, quoi, tu vois. Euh, Ça, c'est les vieilles vidéos de CrossFit, elles sont vraiment exquises. elles sont géniales, elles sont géniales. Elles sont incroyables. Les Ça fait un fois, peu boomer, tu vois, de le dire, parce que c'est un peu la nostalgie on est qu'on peut avoir vieux, dans mais tous les ça va, domaines, mais ouais, on est vieux, on on le reste. prend pour ce que c'est. C'est ça, exact. Donc, suivez Ouais, Jason Calipa. est-ce que tu te souviens comment tu as découvert ce podcast? Tu l'as peut-être trouvé sur YouTube ou quelqu'un l'a partagé sur Insta. Quoi qu'il en soit, je voulais te remercier pour ton soutien. Continue à écouter les épisodes qui t'intéressent et pour passer le témoin au suivant, prends quelques instants pour partager l'épisode. De cette manière, tu aideras la communauté à grandir et permettras à d'autres sportifs, athlètes ou coachs comme toi de découvrir le podcast. Suivez Jason Khalipa, je voulais revenir à ce que tu disais. Une des valeurs que j'essaye d'inculquer à mon fils et maintenant
nos fils, vu que le fils aîné de ma femme est venu habiter avec nous. Et il habitait au Canada auparavant. Donc, il est arrivé il y a quelques semaines et il vit maintenant avec nous. Donc, la famille s'agrandit petit à petit. Mais une des valeurs clés, c'est les reps. C'est juste le nombre de reps que tu as fait. Mon petit, il est à fond dans les Rubik's Cube à l'heure actuelle. Il a fait sa première compète le week-end dernier. Et Ah ouais. En ouais, combien de temps il le ouais, finit? le 3 par 3 je crois qu'il est dans les 20. Son PB, il doit être à 25, 26 secondes. Et ouais, non, ça commence à devenir solide. Euh, Solide, ouais. et bah là, justement, pour passer le palier suivant, il faut qu'il apprenne une nouvelle série d'algorithmes pour aller encore plus vite. Mais ça va lui prendre des centaines et enfin, des Ouais. dizaines d'heures, je pense, pour le masteriser parce que il y a des, je crois qu'il y a 47 algorithmes à mémoriser. Ils sont pas courts, hein. Ils font pas trois mouvements. Donc voilà. Et au final, c'est ce que je lui dis tout le temps. C'est, ah bah, tu n'y arrives pas maintenant, mais c'est pas grave. Fais une rep de plus, fais une rep de Ouais, plus, c'est fais une ça. rep de plus. Et c'est pareil avec les tractions. Maintenant, il arrive à faire une traction sans les bandes. Et il va bientôt en faire plus, mais parce que chaque jour, il se pend à la barre et il fait une rep par-ci, il fait une rep par-là. Et au final, ces valeurs-là, comme tu l'as dit, on peut les transmettre au travers du sport, mais on peut les transmettre au travers d'autres domaines de la vie. Et je pense que ce qui est intéressant avec ces valeurs-là, c'est que comme des principes en préparation physique qui sont applicables et transversaux à tous les sports, ces principes-là et ces valeurs, elles vont être ensuite applicables dans tous les domaines. Et je pense que si tu as ces clés en toi et que tu sais que le travail va faire que tu sais que si tu fais les reps, à un moment donné, ça va fonctionner. Surtout si tu le fais intelligemment et que peut-être tu as un petit peu de chance derrière. Je pense que c'est des choses qui valent la peine d'être appuyées, d'être mises en avant. Et au final, c'est qu'avec la répétition qu'on apprend, donc il faut le faire encore et encore. Faut le faire. Et j'ai plein de phrases d'Alex Hormozy qui me viennent en tête, tu vois, parce c'est le spécialiste un peu pour ce genre de phrases, tu C'est vois, de ça. dire que c'est pas parce que tu vas travailler très dur que tu es sûr à 100% d'y arriver. Par contre, tu es sûr à 100% que si tu travailles pas, tu vas pas y arriver, tu vois. Mm. Et c'est toutes ces putains de phrases bateau, mais et c'est comme il y a une petite image qui est souvent utilisée, qui est sur Google Images, que les gens peuvent trouver. C'est un mec qui est dans une mine et qui creuse pour avoir une pierre précieuse. Et en fait, tu vois que le chemin qu'il a fait, c'est tout ça. Et que la paroi qui reste à creuser, c'est ça. Mais lui, du côté où il est, il voit pas que la paroi, elle est épaisse que comme ça et qu'il est à quatre coups de pioche du rubis, tu vois. Et j'adore, moi, ces images parce que c'est vraiment. D'ailleurs, je vais poster un réel ce soir. Là. Je pense que la vidéo sera retirée bien après, évidemment. Mais pour dire, en fait, c'est ce que vous allez arrêter au bout de 3 mois de lassitude ou parce que ça va pas assez vite en termes de résultats, bah, c'est dommage parce que perdez pas de vue que dans 6 mois ou dans 9 mois, ça allait péter, en fait. Et que tu allais réussir. Et c'est complètement simpliste de le dire. Mais combien il y a de gens qui vont se décourager trop tôt et qui vont arrêter sans savoir que, ben, comme le Gugus qui creuse la caverne, quoi, c'est que bah, le rubis, en fait, c'est con. T'as mis 1200 coups de pioche, t'en mettais 25 de plus, t'avais le rubis. Sauf que, ouais, t'es épuisé, t'en as marre, ça te pète les couilles, t'as envie de faire marche arrière, mais le trésor, il est derrière, gros. Donc, keep the faith, keep the work, et tu vas l'avoir, ton rubis, tu vois. Un des trucs que je me dis tout le temps, et c'est presque je me le dis sans le croire, mais en même temps, ça m'aide à avancer dans ce sens-là. C'est quand quelque chose de bien se passe, ou quelque chose va dans le sens du travail que je lui fournis, c'est que je me dis tout le temps, c'est que le début. Et c'est pas pour faire genre, ouais, t'as vu, je vais être énorme, machin, mais c'est pour se dire, au final, les vrais résultats, ça va être dans la durée et ça va être avec la patience. Et même s'il se passe des choses cool maintenant, bah, ça ne veut pas dire qu'on devrait s'arrêter dessus et dire, OK, bon, maintenant c'est bon, on est arrivé et on s'arrête là, quoi. On n'est L'idée, c'est de jamais se dire, arrivé. déjà, on n'est jamais arrivé, merci Vincent. Au final, c'est que en continuant très, très longtemps que tu vas devenir extrêmement bon dans ce que tu fais. Et donc, si tu as cette aspiration d'être soit un très bon athlète, soit un très bon coach ou autre, comme tu l'as dit, il ne faut pas essayer d'avoir les gains instantanés. Et bien sûr, au début, ça viendra, mais faut pas s'y raccrocher. Il faut vraiment avoir cette perspective du long terme, de savoir où tu vas, dans quelle direction tu vas et de continuer à mettre un pied devant l'autre, comme quand tu montes les escaliers ou quand tu montes la montagne et que c'est dur. Ben, pense pas en haut de la montagne, pense un pied après l'autre, comme les SEAL quand ils font BUD/S, quand ils font leur école de recrues, plus ou moins ben, ceux qui tiennent, c'est ceux qui essayent d'arriver jusqu'au repas suivant de tête. C'est un repas tous les 6 heures. Et en gros, Incroyable. ceux qui y arrivent, qui font les 6 mois,
ben, pour la plupart, ils ont une perspective en termes de temps qui est extrêmement courte en fait. Ils se disent pas, ouais, je vais y arriver, je vais faire les 6 mois. Ils disent, non, non, je vais arriver au prochain repas. Et Hmm. après, je vais arriver au prochain coucher de soleil. Après, je vais arriver au prochain lever de soleil. Et au final, si tu gardes ta perspective assez courte et que tu continues à mettre un pied devant l'autre, bah, tu peux que réussir en fait. Et c'est ces petites victoires petit à petit. Et quand je disais, c'est que le début, c'est un petit peu ça, c'est se dire, il y a encore plein de chemin à faire, donc on va rester patient, on va pas se reposer sur nos lauriers. Mais en même temps, ça valorise un petit peu le travail qui a été fait jusqu'à maintenant. Et l'autre fois, je disais ça à quelqu'un que j'essayais de remotiver un petit peu, je prends toujours en exemple le Covid, tu vois, c'est-à-dire que c'était en 2020, c'est ça? Ça a commencé. Je crois Ouais, c'est bien, ça, ouais. Ouais, c'est 2020, ouais. ça. Et moi, j'ai l'impression que c'était vraiment hier. Je sais pas sur ton échelle de temps, si le souvenir que tu en as, mais. Et en fait, il y a des gens qui ont commencé des choses pendant le Covid, de désœuvrement, etc., qui, 3 ans après, bah, sont devenus millionnaires, sont passés d'une audience minime à une. Et en fait, ces gens-là, quand ils ont commencé, si on leur avait dit, ah, mais si tu fais 50 000 heures de ce truc que tu vas commencer aujourd'hui, tu vas devenir millionnaire ou tu vas passer à 220 000 abonnés sur Insta, ils vont te dire, 50 000, mais t'es malade, gros. Et sans même les avoir quantifiés ou y Mm. avoir pensé, là, aujourd'hui ou hier, rétrospectivement, les mecs, ils se disent, putain, ouais, j'ai commencé ça il y a que 3 ans parce que je m'emmerdais pendant le Covid. Et là, j'ai fait 2 millions ou là, je suis à 200 000 abonnés. Mm. Et en fait, c'est ça le problème. Et encore une fois, Ormodi, il en parle souvent de ça, c'est si tu certifies à quelqu'un que dans 10 ans, il va faire 10 millions, euh, sur le moment, il va avoir l'impression que c'est archi long, mais s'il continue de bosser jour après jour, les 10 ans, ils vont passer en 2 minutes. Et le mec, il va se retourner, il aura 10 millions sur son compte en banque. Mais le problème, c'est que c'est facile, entre guillemets, mais c'est qu'il y a très peu de gens qui vont avoir le courage de continuer quelque chose pendant 10 ans. Et, euh, et, et je pense à ça parce que j'ai un peu revu, moi, ma stratégie sur les réseaux sociaux là, depuis quelques semaines, même moi maintenant. Et, euh, et en fait, j'ai envie, c'est pas de l'ego trip, mais j'ai envie de vraiment accroître mon audience. Tu vois. J'ai envie d'accroître mon audience parce que ce que j'aime, c'est prêcher, en fait. Donc, je dis pas que je prêche la bonne parole, mais en tout cas, je prêche ma parole. Et j'ai envie de penser que ma parole, elle peut avoir une portée, tu vois, inspirante et positive. Bon, les gens, vous le prenez comme vous voulez, soit j'ai le boulard si vous voulez, soit, en tout cas, je le pense. Et du coup, je me suis dit, OK, donc pour ça, il faut que j'améliore mon contenu, parce que mon contenu, sur la forme, était très médiocre et sur le fond est perfectible. Voilà. Et là, je constate que du coup, avec les efforts que j'ai faits, d'avoir délégué la conception de mes réels à quelqu'un, etc., je vois que graduellement, je prends des dizaines et des centaines d'abonnés, voilà, toutes les semaines, etc. Et en fait, je pourrais le voir de deux manières. C'est-à-dire, je pourrais me dire, putain, ouais, mais j'ai pris que 1000 abonnés en un mois. Fait chier, quoi, tu vois. Il y a des gains qui sont beaucoup plus fulgurants et exponentiels, tu vois. Il y a des gens qui vont en prendre beaucoup plus, tu vois. Mais d'un autre côté, je me dis, ouais, mais attends, si je prends 1000 abonnés tous les mois, combien je vais avoir d'abonnés en plus dans 2 ans, tu vois? Et là, du coup, je vais me dire, et sachant que ça peut aussi, à un moment, la courbe, elle peut faire ça, ou elle peut faire ça à un moment. Et peut-être que le moment où elle va faire ça, c'est dans 8 mois. Et si par lassitude ou de me dire, ouais, mais ça me coûte tant la conception des réels me coûte tant, et qu'au bout de 7 mois, je me dis, bon, bah, j'ai pris que 7 000 abonnés, mais peut-être que le huitième mois, quand je vais avoir arrêté, au lieu d'en prendre 1000 par mois, je vais en prendre 3500 ou 4000, tu vois, parce qu'il y a un réel qui va faire un truc de fou et que ça aurait fait ça. Ouais, mais si j'ai arrêté avant que ça ait fait ça, bah, j'aurais jamais connu le succès que j'aurais peut-être éventuellement connu. Donc il y a ce peut-être je vais le connaître, mais si j'arrête ou que je le fais pas, ben, même le peut-être on l'a plus, même le peut-être on l'enlève. Et du coup, ben, je garde mon audience. Donc je fais le pari de me dire, ok, je vais continuer. Et si tout va bien, et si je m'améliore, et si, etc., 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 si tous les items sont réunis, ben, peut-être que ça va marcher. Ouais, c'est ça. Euh, Et toi-même, tu as parlé du point d'inflexion potentiel qui arrivait. ouais, Et encore, moi, je me retrouve à attendre trop souvent un point d'inflexion, en fait. Parce que, comme tu l'as dit, juste la montée linéaire et graduelle que l'on pourrait voir sur une progression très, très simple en renforcement, par exemple, ben, tu vas pas essayer d'aller chercher un truc hyper cool ou hyper avancé comme technique parce que vraiment, là, tu es, entre guillemets, un débutant. Et dans tes premières années, il faut juste que tu suives la progression, il faut juste c'est que tu ça. rajoutes des séries, il faut juste que tu rajoutes des reps, que tu rajoutes un peu de charge et ça va monter. Il n'y a pas besoin il y a pas besoin de passer par
par 1000 méthodes différentes et des trucs super farfelus. Euh, et donc, ouais, on a toujours cette idée de ah putain, ouais, cette vidéo-là, elle va changer le game. Ah ouais, ce truc-là, ce podcast, ce machin. Et un truc que j'ai appris, c'est bientôt 4 dernières années depuis que j'ai commencé le podcast et commencé à Quatre faire ans une. déjà. Ouais, ça va. En décembre, ça fera 4 ans que j'ai commencé. Ouais. Et c'était juste avant le Covid, c'était 2019. Donc, ouais, ça fera 2013, c'est ça. 26 décembre 2019, je crois que c'était le premier épisode avec Kevin, avec K-Swiss, Kevin Ferreira. Euh, et un des trucs dont je me rends compte, c'est vraiment ça, en fait, c'est presque la linéarité qui est la plus importante. C'est juste de maintenir Ah, cette persistance et cette discipline. Et comme tu l'as dit, 1000 abonnés par mois, ben voilà, dans une année, c'est 10K de plus, dans 2 ans, c'est 20 et certainement plus parce que le rythme va croître petit à petit, bien sûr. évidemment. Mais au final, il suffit de rester, de garder le cap et de continuer. Enfin, je me rappelle, c'est l'été dernier où on a commencé à me le dire. On m'a dit, ah, putain, Sean, là, t'es partout, tout le monde parle de toi, machin. Je dis, ouais, mais derrière, pendant 3 ans, j'ai charbonné et personne ne savait comment je m'appelais. Et j'ai fait des heures et des heures de contenu chaque semaine. Et il faut pas attendre, en fait, ce départ de la linéarité, mais il faut essayer de Faut y rester. croire et, Ben, il faut, et je il faut y croire, dirais, mais il faut avant tout rester régulier et il faut faire ouais, les choses simples et il faut les faire encore et encore. et je dis, il faut y croire. Et à l'inverse, je dirais même, il faut croire en rien. Il faut croire en rien et il faut le faire. Pas qu'il faut croire en rien, parce que mais je sais pas si je vais réussir à matérialiser mon idée, mais Je crois que je vois ce que tu veux dire, mais vas-y. en fait, c'est qu'il faut le faire sans rien attendre en retour, un peu. Tu vois, C'est ça, bien sûr. comme la bonté, comme la gentillesse, comme tout ce que tu peux donner à quelqu'un. C'est-à-dire que, je sais pas si c'est ça exactement, mais la charité chrétienne, tu vois, c'est-à-dire ouais, tu donnes, mais tu ne sais pas ce que tu vas recevoir. Mais en général, on le sait, quand tu donnes avec sincérité, honnêteté et pureté, tu reçois toujours. Toujours, Mhm. tu reçois. Et le travail, c'est pareil. Et toi, je pense à toi, et j'ai envie de te mentionner un exemple, c'est que je me souviens que ton compte a été piraté, je ne sais plus quand par contre, mais Il y a 2 ans bientôt, il y a le deux compte ans, Insta, ouais. et tu avais déjà un certain nombre d'abonnés, tu vois. Et, et là, je ne sais pas si tu es revenu au niveau ou si tu l'as dépassé, mais Je crois que j'ai 10 000 de plus que ce que j'avais il y a bah 2 ans c'est sur eh ben voilà, c'est Sitch. incroyable, je trouve, parce que ouais, ça veut dire que tu avais 10K quasiment il y a 2 ans, Ouais, j'étais à 7 ou 8, un truc comme ça. et boum, voilà, tu te fais pirater, tu repars à zéro. Et là, c'est comme le Gugus dans la caverne, on a re-enseveli la caverne et il faut recommencer. Ouais, c'est Et ça. et t'as 9 gars sur 10 qui vont dire, vas-y, ton Instagram, nique ta race, j'arrête, tu vois. Et le fait que tu aies doublé ton nombre d'abonnés, que ton contenu soit de plus en plus chiadé, moi, je vois ce que tu fais, je regarde pas tous tes podcasts parce qu'en plus, je t'avoue que tu as un rythme qui est incroyable et c'est pas possible. Mais le nombre de réels que tu sors par jour, et je sais pas si c'est toi qui édites tout, mais c'est un boulot monstrueux. Et je le dis pour ton audience qui te regarde, en tout cas, moi, franchement, gros respect pour ce que tu fais en productivité, en qualité et en productivité. Et tu en es l'emblème, je pense, en fait, tu vois. C'est-à-dire que tu commençais à. Parce qu'il y a 2 ans, en plus, bon, 10K, ça ne représentait pas ce que ça représente aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est rien, mais il y a 2 ans, bon, c'était un peu plus, tu vois. Et d'avoir encaissé le coup et remis le double, c'est marrant, c'est insupportable, mais j'ai des formulations anglo-saxonnes qui me viennent pour faire des phrases. C'est ça quand tu parles trop anglais. D'une, parce que je passe mes journées à parler en Ouais, c'est anglais et ça. que je consomme que du contenu anglais. Mais bref, et en fait, c'est quand tu remets le double de travail bah, pour en arriver là où tu es arrivé, ça force un respect monumental, tu vois. Et c'est du coup, ça rejoint un peu ce que je dis, c'est corrélé de. Ouais, c'est l'amas de contenu et Alex Hormozzi, le premier, c'est qu'il je saurais plus dire combien, mais je crois qu'il poste par jour, toutes plateformes confondues. Je crois qu'il a plus de 20 contenus en fait, 20 entre pièces de contenu, ouais, ça me paraît voilà, à peu Twitter, près correct, ouais. LinkedIn, Ouais. YouTube, Insta. Et en fait, il dit, croyez pas que c'est un hasard, en fait. C'est que tous les jours, je suis sur toutes les plateformes, 3 posts par plateforme ou 4 posts par plateforme. Et, et encore aujourd'hui, même avec 1,6 million sur Instagram et je ne sais pas combien sur YouTube, en fait, et c'est ça qui est vraiment inspirant, je trouve. C'est de se dire que tu es le roi de la jungle, mais que tu continues de rester affûté, même si tu es le roi de la jungle et qu'autour de toi, il y a que des chèvres et des brebis et que personne va te bouffer, mais tu continues de maintenir tes skills, tu vois. Je trouve Bah, ça inspirant de ouf, quoi. c'est un peu le parallèle avec le sportif. Au final, c'est le volume et la régularité qui sont rois. Et si Ouais, et c'est tu que tu peux pas maintiens. t'arrêter.
Tu peux C'est pas ça. t'arrêter. Ouais. Et c'est ce que j'ai envoyé l'autre fois à la à la femme de mon client. Là, c'est un petit mème. C'était, je sais plus quelle actrice qui a en gros exténué et c'est marqué, c'était en anglais. C'est quand tu viens de te rendre compte que même quand tu as la shape que tu veux, si tu t'arrêtes, tu n'as plus la shape que tu veux, tu vois. Et c'est pareil pour ton audience, c'est pareil pour ton statut, quoi. Et même Ormodi, je pense qu'il ne peut plus s'arrêter. Bon, alors après, lui, il a une team de 20 personnes, etc. Mais le fait est que si tu veux rester le boss, bah, tu continues de bosser, en fait. Sinon, tu n'es plus le boss le lendemain. C'est terminé. Il y a, il y a un post que j'ai vu sur ton Insta que j'ai bien aimé. Deux petites phrases et je te laisserai commenter dessus. C'est prenez ce qu'on vous donne, le reste, allez le chercher. Celle-là, je l'adore. Celle-là, je l'adore. Je suis assez fier parce que elle vient de ma tête. Mais, Il y a de quoi, t'as de et, quoi être fier. Elle est solide. Elle est solide. bah, en fait, et parce que et ça, je pense que ça, pour le coup, c'est vraiment transversal à tous les aspects de la vie. C'est-à-dire que, je sais pas, moi, tes parents, ils vont te donner 10 euros d'argent de poche par semaine. La mentalité, c'est de dire à ton père, ouais, mais papa, si c'est moi qui tourne la pelouse, est-ce que tu me rajoutes 5 euros? Ça part déjà de là, si tu veux. Tu vois, c'est ça le prends ce qu'on te donne, 10 euros d'argent de poche, mais trouve le moyen de doubler cet argent de poche. Euh, Négocie avec tes parents pour en faire plus à la maison, pour mériter plus. Euh, T'es pas satisfait de ta shape, tu fais 3 séances par semaine, et ben trouve le moyen de rajouter une quatrième séance. C'est prends ce qu'on te donne, c'est le temps que tu as déjà actuel alloué à ton entraînement. Si t'es pas satisfait, c'est fais-en plus. Ta source de revenus ne te satisfait pas, tu as un boulot, et ben trouve un deuxième boulot à mi-temps, crée quelque chose, crée un truc en ligne qui va te rapporter des revenus, etc., etc. Et au-delà de ça, c'est vraiment une mentalité en fait. C'est ne te contente jamais de ce que tu as parce on a tous quelque chose qui nous est dû. On a tous, je sais pas, même l'attention que va te donner ton conjoint. Si tu as l'impression que l'attention qu'on te donne, et pour le coup, c'est vraiment au pied de la lettre, c'est ta femme te donne X d'attention, tu as l'impression que c'est pas assez, tu te sens un petit peu lésé, eh ben, remets-toi en question, peut-être change ton comportement, sois plus avenant, sois plus attirant, comporte-toi peut-être moins comme un connard, je sais pas. Et du coup, tu vas voir que ce qu'elle va te donner au fil des semaines ou au fil des jours, bah, sera plus, mais sera plus parce que tu auras fait quelque chose, tu te seras remis en question. Et, et jamais, tu n'auras jamais rien de supplémentaire si tu ne te remets pas en question. Donc, prends ce qu'on te donne, ok, et le reste va le chercher. Et va le chercher, ça veut dire, bah, c'est le grind, en fait, tu vois, c'est Et boss c'est pour et c'est la prise de responsabilité et la prise de responsabilité. dans un C'est ce monde que de je. dans un monde de C'est victimes c'est ça, dans un monde où exactement où on va. Où la où majorité, tout est la faute des autres et où tout est tout la nous faute est des dû et autres. on a des droits, mais il n'y a pas de responsabilité, ben, tu Et retournes la médaille, tu prends tes responsabilités et si t'es pas content, tu fais le taf pour avoir ce que tu veux, quoi. Parce que rien ne t'est dû en réalité. Non, rien ne t'est dû, c'est ça. En tout cas, moi, je veux que toute ma vie considère que rien ne m'est dû. Et le succès, on va dire, que j'ai aujourd'hui dans ma vie professionnelle, enfin, l'opportunité en or que j'ai, je considère que je suis allé, je l'ai provoqué, tu vois. Je l'ai provoqué déjà parce qu'au moment où j'ai eu l'opportunité, j'ai répondu présent. Et Dieu sait que c'était une opportunité tellement atypique, etc., qu'il y avait 1000 raisons de ne pas répondre présent. Et il y en avait peut-être que 500 qui auraient pu me pousser à le faire, etc., etc. Et ouais, rien ne t'est dû en fait, ni ta forme physique. Je dirais même surtout pas ta forme physique. Et ça, je voudrais en. Et, euh, et parce que quand tu es coach, en fait, trop souvent, tu te rends compte que les gens, ils remettent tout sur toi euh, et en premier lieu, leur motivation. Hmm. Et, et en fait, ce que tu dois aller chercher auprès d'un coach, c'est avant tout son savoir, ses connaissances, son savoir-faire, son expérience. C'est pas d'être ton cheerleader. C'est-à-dire que c'est pas. Alors, certains, après, ça, c'est un peu les neurotypes, comme dirait Thibaudot, c'est-à-dire que chaque personne, tu ne peux pas coacher 10 personnes avec la même manière, parce que certains vont répondre à des stimuli différents et tu vas actionner des leviers différents pour obtenir différentes choses des gens. Mais en tout cas, quand tu es coach, si tu fais bien ton travail, je pense que tu dois un peu faire ce travail de mentaliste pour que la motivation que les gens espèrent que tu vas leur insuffler à chaque fois, peut-être qu'au bout de 2 mois ou 3 mois de suivi ou un an de coaching, il faut que ces gens-là aient la capacité d'activer en eux-mêmes ces interrupteurs pour qu'ils ne viennent en coaching.
non plus pour avoir tout le temps le coup de pied au cul, mais juste l'expertise sur la correction des mouvements, sur l'élaboration du plan d'entraînement. C'est aussi Raph, l'atelier Fit, qui en avait parlé. Je pense que tu vois. Et lui, il dit souvent, d'ailleurs, big up à lui parce que j'aime beaucoup ce qu'il fait. Lui, il dit souvent que le coach n'est pas le cheerleader et qu'il devrait d'ailleurs être tout sauf le cheerleader. C'est-à-dire que tu viens pas pour chercher de la motivation, tu viens pour chercher les skills. Alors moi, je le pondère parce que bon, on doit quand même un petit peu motiver, on doit être un petit peu là pour, tu vois, sortir la tête de l'eau quand le mec il sombre. Mais pas que. Et du coup, quand as cette mentalité de dire non, non, mais je paye un coach, il doit se démerder pour me garder motivé, je trouve que c'est la mauvaise mentalité. Parce que tu donnes pas 50, 60 ou 100 euros à un coach pour qu'il fasse juste que te motiver. Si toi, tu n'es pas capable de trouver les ressources en toi-même de pourquoi tu as fait appel à un coach, il y a un problème. Et ce que ça va engendrer, c'est que tu vas pas durer. Si à l'inverse, tu as activé toi-même les leviers de pourquoi tu as sollicité ce suivi, alors là, tu as des chances de durer. Et moi, encore une fois, je fais le parallèle, je le fais souvent, mais parce que je suis en apprentissage là-dedans. Avec le piano, ce que je vais chercher chez ma prof de piano, c'est pas que tous les soirs, elle m'écrive pour me dire bosse ton morceau. Ce que je vais chercher chez elle, c'est qu'elle m'apprenne à lire la musique, c'est qu'elle m'apprenne à déchiffrer une partition. C'est que quand je joue, c'est qu'elle me corrige sur mon rythme, sur mes notes, peu importe tout. Mais c'est pas qu'elle me dise tous les soirs. Elle me l'a dit la première fois qu'on s'est rencontrés. Elle m'a dit écoute, Vincent, si tu veux devenir un bon pianiste, minimum 20 minutes par jour. Mais j'attends pas que tous les matins, quand je me lève, elle m'envoie un SMS Vincent, fais tes 20 minutes. Sinon, je suis un gros bolos. Ça veut dire que je suis pas capable de me responsabiliser. Je suis un grand garçon. Je paye mes cours. Je sais ce que ça me coûte en argent, mais je sais aussi ce que ça doit me coûter en investissement personnel. Et l'investissement personnel devrait coûter beaucoup plus cher que la transaction monétaire. Parce que C'est comme ça que tu vas en retirer le plus. c'est la hauteur du coût et de l'investissement personnel qui va engendrer les résultats. Ce n'est pas les 50 balles ou les 100 euros. Si c'est ça, tu te fausses. Et si c'est ça, ça veut dire que tu n'as pas compris avec le suivi sportif que ce qui est le plus dur, c'est pas l'heure ou les 2 heures que tu vas passer avec ton coach, c'est les 22 heures que tu vas passer tout seul. Où tu vas avoir envie de cheater 18 fois sur ta diète, où tu vas avoir envie de ne pas aller faire les 10 000 pas qu'il t'a demandé de faire en parallèle pour ton NEAT, etc. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Et c'est ça comprendre prends ce qu'on te donne. Donc, prends ce qu'on te donne, c'est le suivi de ton coach. Mais le reste va le chercher. Le reste va le chercher. C'est toi vis-à-vis de toi-même. C'est de dealer avec tes envies de commander un McDo quand il t'a dit de bouffer des haricots et du poisson. Et tout ça, on ne peut pas le faire pour toi. Et tout ce qu'on ne peut pas faire pour toi, si tu le fais, putain que c'est kiffant. Putain que c'est valorisant et que c'est kiffant de te rendre compte que tu as fait ce qu'il fallait, que comme moi hier soir, c'était 21h15, c'était où je regardais la fin du docu sur Schwarzy sur Netflix, où je jouais du piano. J'ai joué du piano parce que je sais que la semaine prochaine, je vais à Moscou et que du coup, je vais avoir moins le temps ou que ça va être moins facile. Là, j'ai le temps de cumuler un petit peu des heures, même si c'est en soirée, c'est après que mon fils soit couché, et ben je le fais. Et à l'inverse, ça fait 2 mois que j'apprends le russe. Ça fait une semaine que j'ai pas pris de cours. J'ai potassé mes cours 10 minutes en une semaine. Et je m'en veux de ouf. Et là, je sais que je pêche sur le prends ce qu'on te donne, les cours. Le reste va le chercher. Ma prof est en vacances. Je le sais, pendant une semaine, elle ne peut pas s'occuper de moi. Elle ne peut pas me donner de cours. Et ben, j'ai rien branlé pendant une semaine. Donc, il y a la faiblesse. Il y a le mec qui se plaindrait, qui va dire ouais, mais attends, je suis rentré de Turquie. C'était un voyage de 48 heures. Je suis fatigué. Mais en fait, non, je m'autorise même pas de me le dire. Tout ce que je m'autorise de me dire, c'est que je suis qu'une merde. J'ai procrastiné et que les devoirs, les petits devoirs qu'elle m'a donné à faire, eh ben, je les ai pas faits. Et que si je cumule pas X heures de travail pendant le week-end pour rattraper ce qu'elle m'a demandé de faire, eh ben, je vais arriver la gueule enfarinée la semaine prochaine à mon cours. La même sensation que quand tu avais un DM de maths à faire en quatrième et que tu l'as pas fait et que tu te sens comme une merde. Et quand elle te dit Vincent, ta copie, tu fais ah bah madame, je l'ai pas fait. Et cette sensation-là, quand tu es un adulte, tu ne devrais jamais l'avoir. Parce que sinon, ça veut dire que tu n'es pas quelqu'un de responsable. Ça veut dire que tu n'as pas compris comment marche le attente-résultat. C'est-à-dire, si tu mets de l'attente, c'est à toi de fournir le travail. Tu peux blâmer personne si tu ne l'as pas fait. C'est-à-dire que moi, là, j'apprends à compter jusqu'à 100 en russe. Si je ne sais pas compter jusqu'à 100 mardi pour mon cours, c'est de ma faute. C'est pas de sa faute. Et donc, je ne peux pas me victimiser. Voilà. Est-ce que tu savais qu'il existe une application 100% gratuite qui te permet de planifier et de suivre tes entraînements sur le rameur, le ski erg et le bike erg?
Si tu veux en apprendre plus sur comment optimiser tes entraînements et ceux de tes clients, je t'ai préparé une formation gratuite avec plus d'1 heure et demie de contenu théorique et pratique. Clique sur le lien dans la description pour rejoindre plus de 2000 élèves déjà formés. Donc, C'est doucement, intéressant cette perspective et tu as parlé du point de vue de, on va dire, la personne qui veut se remettre en forme. Ce à quoi ça m'a fait penser pour le coach, pour la personne qui va prendre en charge des clients, des athlètes. Et une citation qui m'est venue en tête, qui vient pas de moi, ça j'ai pas ta présence d'esprit pour sortir ces non. magnifiques phrases. Ça vient d'une préparateur physique qui s'appelle Carmen Bott, qui est au Canada, qui bosse dans le, je ne veux pas dire de bêtises, dans la lutte, si je ne me trompe pas. D'ailleurs, j'aurais une question sur la lutte pour toi juste après, Vincent. Et qui disait, traite tes clients de manière à ce qu'ils puissent partir et travailler sans toi, ou instruis tes clients, coach tes clients de manière à ce qu'ils puissent partir et faire le boulot sans toi, mais traite-les d'une telle manière qu'ils ne souhaitent jamais partir. Et donc, tu as ces deux côtés où tu vas tout leur donner pour faire en sorte qu'ils soient autonomes. Et à mon avis, au-delà des réussites sportives qui, bien sûr, sont exceptionnelles, quand tu coaches quelqu'un et tu arrives à leur inculquer les valeurs qui font qu'ils vont continuer à s'entraîner pour le reste de leur vie alors qu'ils ne le faisaient pas avant, à mon avis, ça, c'est un des meilleurs cadeaux que moi, j'ai pu recevoir de quelqu'un. C'est le fait que, un exemple, c'est Roy, un client que j'avais au Canada quand je bossais là-bas, qui a commencé à s'entraîner à la salle, il avait 65 ans. Et je me rappelle encore, il n'arrivait pas à faire sa 10e rep à 100 pounds, donc ça fait quoi, 43, 44 kilos au 45. bench. Et 2 ans plus tard, il faisait plus de 100 kilos sur son bench. Et là, après que je sois parti, on a continué à bosser ensemble pendant presque une année en distanciel. Et depuis, il fait ses entraînements tout seul. Il fait ses entraînements chez lui. Il a écrit son petit programme. Il a pris tout ce qu'on avait fait ensemble. Et le mec, il continue à s'entraîner. Et à mon avis, si on peut inculquer ces valeurs-là à quelqu'un avec qui on travaille, c'est presque c'est la chose C'est au fantastique. final qu'il faut rechercher, en fait, quand on parle de C'est coaching et de sport santé. c'est fantastique et j'avais dit la même chose à des étudiants que j'avais eu qui étaient venus me voir à ma salle et ça fait un moment déjà, mais j'avais déjà cet esprit, j'avais dit en fait, parce que tes connaissances de coach, bon, elles sont pas infinies, c'est-à-dire que comme l'a dit la coach de lutte, c'est au bout d'un moment, les corrections techniques, une fois que tu as fait 300 fois la même correction sur 500 mouvements, en théorie, le mec est autonome. Donc, c'est-à-dire que le mec peut s'entraîner. Et la plus grande, et la plus grande erreur, je pense, des coachs un peu débutants, c'est de se dire, il faut pas trop en dire ou il faut pas trop en donner parce que comme ça, les mecs restent vers. Et ça, c'est le pire, mec. C'est le pire parce que tes connaissances, on va dire qu'on se forme tous plus ou moins avec les mêmes enseignements, enfin, les enseignements scolaires et les enseignements parascolaires avec les vidéos, les lectures, etc. Donc, au bout d'un moment, quand quelqu'un a les bonnes sources d'information, les infos vont se regrouper. Donc, tu peux rencontrer un autre coach qui va te délivrer le même contenu. Il ne va pas te le délivrer de la même manière Mhm. sur la forme, mais le fond, en théorie, sera le même. La science de l'entraînement, ça reste la science de l'entraînement. On ne va pas réinventer la roue 800 fois, ça a déjà été fait. Par contre, tu peux te rendre indispensable, mais encore une fois, et je pense que quand tu le fais avec sincérité, tu le fais pas de manière calculée. C'est-à-dire que, et moi, beaucoup de clients, quand j'avais ma salle, me l'ont dit, c'est-à-dire qu'il y en a même, c'était même un peu des fois problématique en termes de budget, c'est qu'ils me disaient, en vrai, Vin, je peux aller m'entraîner tout seul. Et en vrai, je t'avoue que là, c'est chaud ce trimestre-là, il y a les travaux à la maison et tout. Mais en vrai, je kiffe trop passer 1 heure avec toi 2 fois par semaine. Et ça, c'est le top. C'est quand tu te rends indispensable. Parce que c'est ce que j'avais dit à beaucoup d'étudiants. À mon sens, le coaching personal training, que je dissocie de la prépa physique, c'est d'abord que la personne passe un agréable moment. C'est délivre-lui une super expérience. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est quelqu'un qui va faire ça sur son temps libre. Dans une vie normale de gens qui bossent 9h, 18h, le temps libre, il n'est pas infini du tout. C'est aussi pour beaucoup une concession financière parce que c'est 50 ou 60 euros qu'il ne va pas mettre ailleurs. Et du coup, il faut avant tout que l'heure qui passe, elle soit putain d'agréable et qu'il n'ait pas l'impression d'avoir gaspillé son argent. Et ça, j'ai envie de te dire, donc il ne faut pas que ce soit le cas, mais que même si tu es un coach zéro, Plus tu peux important. quand même réussir à garder tes clients parce que tu es un mec super agréable. Tu es un mec drôle, tu es un mec avenant, tu es un mec qui est sincèrement attentionné et qui est sincèrement concerné par les personnes qui l'encadrent.
Ça passe par des trucs basiques qu'on m'a jamais enseigné, mais que moi j'ai toujours vu comme important, c'est-à-dire se souvenir de ce que la personne t'a dit à la séance d'avant. C'est-à-dire si elle t'a dit, je sais pas, moi j'ai enterré ma mère, bah, c'est là, c'est 3 jours après, c'est de pas lui dire comment ça va, Steph, ça roule. Non, et un peu de pudeur de ne pas oublier qu'elle a enterré sa mère il y a 3 jours et que du coup, arrive pas à tout feu tout flamme en lui demandant comment elle va. Elle va forcément mal, tu le sais. En fait, c'est d'avoir l'impression, c'est que du point de vue client, tu as l'impression que quand tu délivres, parce qu'en plus, les gens se confient à leur coach, tu vois. C'est, t'as pas l'impression que tu as pissé dans un violon et que ton coach ou ta coach t'écoute avec sincérité et que ça lui plaît. Et ça, c'est de l'empathie. Et l'empathie, ça s'enseigne pas, ça s'apprend pas en STAPS, ça s'apprend pas en BPGEPS. C'est où tu l'as, ou tu l'as pas. Et pour moi, c'est une des qualités numéro un pour être coach. C'est l'empathie, c'est l'écoute et l'amour d'autrui. Et ça, c'est un truc que quand tu as avec sincérité, tu as déjà de bonnes chances d'avoir une rétention client. Parce que, parce que quelqu'un de novice dans le domaine de l'entraînement, il ne sait pas si son coach est bon. Il ne sait pas si les méthodes d'entraînement qu'il utilise sont bonnes. Et l'autre truc, c'est que quand tu es débutant, même si ton coach est éclaté, tu vas progresser. Parce que même s'il te fait faire des trucs à l'échec, même s'il t'épuise à chaque fois, même si ta technique est pourrie au squat, tu vas quand même avoir les quadris qui vont grossir un peu. Bon, tu auras mal au genou à terme parce que voilà, mais au début, tu auras des gains. Et donc, du coup, si tu donnes des gains à ton client et qu'en plus tu passes un bon moment, tu vas retenir ton client. Donc, si tu te formes et qu'au lieu d'être un mauvais coach, tu es un bon coach, mais qu'en plus tu as une super personnalité, il n'y a aucune raison que tu n'aies pas de client, il n'y a aucune raison que tu ne marches pas en tant que coach. Ouais, et je pense Voilà. qu'on ne peut pas mettre ça assez en avant pour les gens qui veulent faire du coaching leur profession ou qui veulent en faire une carrière. C'est que si tu t'attardes pas sur l'humain, tu as raté le coche. Si tout ce que tu veux faire, c'est devenir le meilleur coach technique, de connaître tous les pourcentages, de connaître toute la théorie, même les trucs qui, moi, me fascinent, la physiologie de l'exercice, j'en parlais, sauf si on me demandait, mais T'en ça, parles jamais. non, Alors, tu leur demandes comment, comme tu l'as dit, tu leur demandes comment ils se sentent, comment était leur journée. En général, enfin, aujourd'hui, enfin, la vie, elle n'est pas facile pour tout le monde. Les gens, ils ont des vies qui sont difficiles, ils ont des boulots qui sont contraignants, ils ont des situations familiales qui ne sont pas toujours évidentes. Et comme tu l'as dit, si tu peux faire en sorte que cette heure dans la semaine ou dans la journée soit quelque chose de positif, attarde-toi plus sur l'humain. On en parlait avec, j'étais à Silex ces quelques jours là avec Arthur et Alan, qui est un des auditeurs de la chaîne, qui va certainement écouter ce podcast. Petit clin d'œil à toi, Alan, qui est venu salut faire un Alan. profilage. Et on parlait justement de ça avec Arthur et avec lui. Et Arthur et moi, on avait le même son de cloche qui était, mais penche-toi sur la psychologie, pense-toi sur les relations humaines, penche-toi sur ces aspects-là, parce que si tu veux être un bon coach véritablement, si tu veux en faire ton métier, et si tu veux être bon dans ce domaine-là, il faut avant tout que tu saches écouter, parler et échanger avec un C'est être le humain. number one. Number one. Au Les final, sciences comme tu l'as humaines, c'est le dit, number one. ouais, et on s'en fout de si tu connais le cycle de Krebs par cœur. Tout le monde s'en branle. Il faut que tu Tout le monde puisses s'en parler branle. à la Ton personne client le que. premier. Et un Exactement. deadlift, tu vas pas lui faire un cours de bioméca pour lui expliquer son placement sur le deadlift. C'est juste si tu as assez d'expérience déjà pour voir que son soulevé de terre est mauvais. Et ensuite, c'est juste de démontrer et d'expliquer, mais d'expliquer en vulgarisant. Euh, Si tu fais un cours de physio à chaque fois à ta cliente, elle va se barrer. C'est chiant en fait, c'est juste chiant. Quand c'est des compétiteurs ou comme toi, tu fais tes séminaires qui sont pour le coup des cours de physio, mais parce que les gens viennent pour ça, les gens viennent pour s'instruire. Une ménagère de 50 ans qui va à 17 heures à son coaching, elle va pas s'instruire. Elle y va dans l'espoir de perdre du poids. Basta. Donc, sois agréable, sois souriant. Peu importe si tu as eu 10 clients avant elle. Elle, ça la regarde pas que tu as commencé à 6 heures et que tu es fatigué. Et ça, je le disais tout le temps à mes stagiaires. Et je le disais parce que je le vivais. C'est-à-dire que moi, je commençais souvent à 6 heures et je finissais à 21 heures. Et j'ai jamais perdu de vue que mon client de 20 heures, il devait avoir le même Vince que ma cliente de 10 heures du mat, où j'étais frais, où j'étais en forme, j'étais pas gazé, j'avais pas eu un souci dans l'après-midi. Ça ne regarde personne en fait. Ça ne regarde pas ton client ou ta cliente. Si à 20 heures, tu es fatigué mais que tu as accepté de prendre quelqu'un, fais le job et délivre le job de la meilleure des manières. Même si tu as une mauvaise nouvelle l'après-midi, même si tu es fatigué, même si ton client de 18 heures t'a pété les couilles ou qui devait t'amener ton chèque pour te payer et qu'il l'a oublié, peu importe, fais le job. Sinon, annule le cours. Si tu n'annules pas le cours, fais le job. Assume. C'est ça aussi, assumer ses responsabilités. Et quand tu es prestataire de service, c'est pas perdre de vue que chaque heure que tu vas délivrer,
elle doit être d'une qualité équivalente. Et ça, il y a beaucoup de coachs qui l'oublient. Et, et c'est aussi un des aspects du succès, je pense. Tu vois, 100%. Ouais, c'est de traiter chaque personne de la même manière, peu importe le pouvoir d'achat de la personne, peu importe le créneau horaire que la personne t'a pris, peu importe si c'est le début de semaine où tu es en forme ou le vendredi soir où tu es fatigué. Tes prestataires de service, tu as la chance d'être à ton compte, tu as la chance d'avoir choisi le métier que tu fais, délivre et délivre de la meilleure des manières. ouais, et ça, je pense qu'on ne peut pas assez le souligner, comme on l'a dit avant, et ça va de pair avec le fait d'être à l'écoute et de savoir ce que c'est d'être, de coacher. Et coacher, ça veut dire ben, pas nécessairement de ne pas parler de toi, ça veut dire de ne pas toujours avoir raison, ça veut dire des fois tu sais, mais tu préfères ne pas dire parce que ça va juste mieux comme ça dans le flow et tu pourras Bien toujours le sûr. replacer un autre jour. Et ce que tu as dit là, le fait de délivrer un service de la plus haute des qualités, je pense que c'est quelque chose dont on ne se soucie pas assez aujourd'hui. Je pense que c'est une manière extrêmement simple au final de sortir du lot. Parce que, en tout cas de ce que je peux voir, le service de haute qualité, ça court pas les rues. Et si toi, tu décides qu'aujourd'hui, tu vas être bien habillé, tu vas bien parler, tu vas être à l'heure, tu vas fournir le service que tu as promis et que tu fais ça à chaque fois, ben, les gens, ils vont l'apprécier. Et je pense que c'est quelque chose que tu peux assez aisément mettre en place au final. Ça ne demande pas énormément, ça demande du travail sur toi et la manière dont tu vas te comporter. Mais au final, je pense que c'est une manière très très simple de faire la différence entre les petits rigolos qui se la pètent et qui veulent dire ouais moi je suis coach, mais qui au final ils se pointent en retard et ils font les choses à moitié et ils sont sur leur téléphone toute la Ils sont sur séance. leur portable, tout ce qu'ils font, c'est compter les reps à voix haute, sans apporter de correction. Et ça, c'est Thibaudot qui l'avait dit. Un séminaire que j'avais fait sur les neurotypes, justement, il avait dit, pour moi, un bon coach, et souvent ça me conforte parce que le mec pour qui je bosse, il est tout le temps en train de me clasher, il dit, ah putain, mais tu sais pas compter, c'est une catastrophe. Et Thibaudot, il avait dit, un bon coach ne devrait jamais savoir à combien de reps en est son client. Hmm. Parce qu'il devrait être tellement focalisé sur la posture et donner des feedbacks en temps réel que même si tu comptes, admettons, tu fais une série de 15, si tu comptes un 2 3 4 si à la cinquième rep, tu as vu un truc important et que tu délivres le feedback en même temps, bah oui, tu as perdu le fil. Mais on s'en fout parce que ce qui compte, c'est pas que ton client sache que tu sais, tu es un putain de chien savant qui sait compter jusqu'à 20 sans te tromper. C'est que tu lui ai dit, c'est que tu lui ai dit que ses genoux rentraient à l'intérieur quand il faisait son squat et qu'il fallait ouvrir les genoux, par exemple. Tu vois, c'est tout. C'est, Et soyons tous dans le vrai, qu'ils aient fait 13 ou 17 reps, ça va rien changer. Ça va rien changer. Ton hypertrophie, elle sera là, gros, que t'en aies fait 11 ou 13, on s'en bat les couilles. Et souvent, je lui dis ça. Il me dit, ouais, mais j'ai raté une rep. Je lui dis, ouais, alors? Et on s'en bat les couilles. Ouais, mais tu m'as dit que c'était une série de 12. Ouais, mais même si t'en as fait 11, c'est très bien, c'est pareil. Et ça c'est avec l'expérience, tu vois. C'est quand tu es à ta première année de muscu, tu as l'impression que s'il y a marqué 10 et que tu en as fait 9, t'auras pas les gains, mais tu auras les mêmes gains, gros. Je suis désolé. Attends, la prochaine séance, il faut que j'en fasse une de moins sur l'autre jambe, sinon je vais avoir un Ah, mais déséquilibre. ça on l'entend, ce genre d'aberration encore, tu vois. Ouais, ouais. Ok, c'était vraiment cool, Vincent. Il y a un dernier truc dont je voulais pas. Ah oui, deux trucs. La première, Ok, c'était la lutte. lutte. On a eu un Ok. petit commentaire d'un collègue qui nous a demandé, avec le coup et ton amour pour les gros coups, quand est-ce que tu te mets à la lutte? Écoute, je sais pas. J'ai fait 15 ans de judo, je t'avoue que ça m'a suffi. Non, Bah, blague à part, c'est un de mes plus grands regrets. Et alors, même si je suis le premier à dire faut toujours se projeter et avoir des projets, mais c'est que je pense que c'est que je serais jamais monté dans une cage pour faire un combat de MMA, tu vois. Et hmm. parce Tu que suis un Dieu peu le sait que MMA aujourd'hui? je le suis moins que je l'ai suivi à une époque, mais en fait, quand j'étais en STAPS, il y a une époque où c'était vraiment le seul, pour le coup, je vivais vraiment que pour ça, c'est-à-dire je faisais boxe, judo, muscu dans la même journée, tous les jours, etc. Où je vivais vraiment que pour devenir un combattant pro, tu vois. Et c'est au moment où j'ai lancé ma première boîte de coaching et là, bon, ça, en fait, je m'étais réfugié dans le sport à cette époque suite à une rupture amoureuse et j'étais devenu un peu complètement débile et voilà, c'était 10 heures de sport par jour. Et au moment où j'ai ma première boîte de coaching, Vitamine, avait commencé à bien se lancer, je me suis un peu tempéré. C'était ça où je partais aux États-Unis pour m'entraîner à l'American Top Team en Floride. Et bon, après, j'ai mis en parallèle le fait de me faire casser la gueule pour peut-être pas grand-chose ou devenir successful dans le coaching. Et bon, voilà, j'ai choisi d'être successful dans le coaching. Mais c'est un des plus grands regrets, je pense, que j'aurais, c'est de jamais avoir connu cette adrénaline, tu vois, de me cogner avec un mec dans une cage. Donc, c'est pas trop tard. Je dirais qu'en soi, je pourrais le faire à tout moment. Il suffirait même
avec les réseaux aujourd'hui de call out un mec, de le dire t'es qu'une merde, je m'entraîne pas, mais je te couche et je suis sûr qu'il y en a un qui répondrait présent. Après, est-ce que c'est intelligent de le faire? Je pense pas. Donc voilà. Mais voilà, blague à part, les sports de combat, je le pratique plus. Et pour en avoir fait pendant, ouais, je te dis, une bonne vingtaine d'années, tout mis bout à bout, ça me manque. Hmm. Ça me manque, la rugosité des sports de combat me manque. Et j'ai encore aussi un peu la prétention de penser que je suis un athlète en termes de potentiel physique et que je le mets au service de rien au final. Euh, et que c'est un peu dommage. Voilà, c'est tout. Ouais. Donc, qui sait-on peut-être une fois que tu auras décuplé ton audience et que tu pourras faire des pay-per-view en faisant un petit combat dans une cage, on sait Bah, jamais. franchement, Jake Sur un, Paul ou malen- personne, hein. sur un malentendu. Jake Paul, comme ça, je passe tout de suite de 30 000 abonnés à 10 millions, tu vois. Mais Tu perds d'ailleurs, pas blague ton à temps. part, je sais pas si tu suis un peu le sport de combat et tout. Pas autant que je suivais avant, un peu comme toi, mais de Le, loin. le De beef, le loin. beef entre Logan Paul et Dylan Dennis, tu suis ou pas? Non, Ce qui se dis-moi. passe? Incroyable. Tu vois que c'est Logan Paul, Ouais, forcément. ouais, ça, ouais, ouais. Bon, donc là, il s'est marié à une nana et il se Ça, j'ai trouve vu, que, ouais. voilà, et en fait, il se trouve que cette nana, c'est l'ex de la terre entière, mais genre vraiment, et dont J'ai DiCaprio, dont j'ai vu une vidéo à ce sujet. Ouais. voilà, des joueurs NBA, des chanteurs, enfin incroyable, tu vois. Et là, et j'ai vu ce matin que Dylan Dennis, il a totalisé en une semaine 2 milliards de vues sur Twitter. Parce qu'en fait, il balance que des dossiers comme un chien, tu vois. Il clash de fou, tu vois, sur Ouais. en gros, ta meuf, c'est la plus grosse pute de la Terre, quoi, tu vois. Et en fait, je trouve ça incroyable l'ampleur que les sports de combat ont pris, tu vois, sur des mecs qui s'affrontent et qu'en fait, de se rendre compte que le plus gros fight, il est même pas sur le ring. Enfin, il l'est, mais tout ce qui se passe à côté, les call-outs, les clashs, c'est surnaturel en réalité, tu vois. C'est ce qui fait la promo de ton event. Bah, c'est ce qu'il fait. Et en fait, c'est Logan Paul, je crois, a menacé d'arrêter enfin, d'annuler le combat parce que le manque de respect, selon lui, pour sa femme est trop grand là aujourd'hui. En fait, Dylan Dennis, qui dit, qui pour la petite anecdote, est un des mecs qui avait la plus grosse hate ces derniers temps parce que c'était le buddy c'est toujours de Conor McGregor Hmm. et que c'est un mec qui a toujours fait du trash talk. Mais lui, ça lui sert de ouf parce que lui, sa cote maintenant, il est passé pour un peu le gentil. Vu que Logan Paul, tu vois, bon, il y a un peu du. Beaucoup pensent que c'est un gros scammer, que c'est un escroc, etc. Et que sa meuf, c'est la plus grosse pute. Du coup, lui, il a redoré son blason en devenant le plus gros des clasheurs. Et il vend le combat. Et en fait, il va se faire encore plus d'oseille que jamais, juste avec du clash, quoi. Et ça montre, juste pour dire, la résonance et le pouvoir des réseaux sociaux à l'heure actuelle. C'est que, tu vois, c'est comme. Ça me fait penser à l'époque. Je pense que tu les as vus, les vidéos de Mohamed Ali, tu vois, qui clashait ses adversaires. Hmm. Et qui les insultait, etc. Ça choquait tout le monde à l'époque. Mais le fait est que c'était diffusé par une seule télé et que c'était à retardement, tu vois. Aujourd'hui, en direct, tu peux vendre un combat comme jamais si t'as la verve adéquate, quoi. Et je trouve ça incroyable. Et donc, tout Le... ça pour dire que si je devais clasher quelqu'un pour potentiellement prendre de l'oseille et me faire casser la gueule, je choisirais quelqu'un qui a de l'audience. C'est plus Voilà. facile comme ça. Même si c'est quelqu'un à qui je n'aurais rien à reprocher, je trouverais quelque chose à lui reprocher, soit physiquement, soit sa meuf, soit je ne sais quoi, pour que la hate elle monte et voilà, pour vendre le truc, quoi, tu vois, tout simplement. Voilà. Ah, c'est clair que, et j'imagine que même à l'époque, hein, quand quelqu'un te parlait comme ça et que c'était pas du tout monnaie courante, ça devait te foutre un coup quand même. Et j'imagine que Ali il le faisait bien. Et c'est vrai que bah, tu le vois, hein, quand tu arrives à rentrer dans la tête de ton adversaire, c'est quelque chose que Conor McGregor il a fait pendant très longtemps aussi. Bah, il a fait avec Khabib Comment... à le faire disjoncter, quoi, tu vois, à faire disjoncter le mec le plus placide de l'histoire du MMA, quoi. Ouais, Et c'est aussi ce qui fait que Dana White lui a toujours tout permis et que c'est le plus gros vendeur de pay-per-view. mhm. C'est parce que tu sais que le mec, il va se lever de la conférence de presse, qui va te balancer sa bouteille de whisky dans la gueule, qui va balancer une chaise dans le bus et que du coup, il va interrompre, enfin, des trucs monumentaux. Ah, Mais c'était moi, génial. je suis client de ça. Beaucoup vont dire c'est un connard, c'est un bolos. Moi, je kiffe parce que, qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, on est à l'heure de l'entertainment et que ce qu'il faut, c'est faire des vues, ce qu'il faut, c'est faire des clics, ce qu'il faut, c'est divertir la plèbe. Et, ben, quand tu as une personnalité de pissenlit, bah, tu divertis personne, mon gars. Et,
Et tu deviens pas viral quand tu as un charisme de bulot, quoi. On se rapproche un peu du catch. Ouais, on se rapproche du catch, mais moi, le catch, je kiffe en vrai. Le catch, je kiffe. Parce que c'est tout sauf, enfin, c'est tout sauf fake, à part les mandales et les coups de savate dans les couilles, Hmm. mais ça reste des performeurs physiques incroyables, ça reste Ouais, des c'est shows clair. incroyables. Et c'est pour ça que j'admire Logan Paul, c'est parce que le mec, il est passé de jeune trou du cul de l'Ohio à faire des vidéos sur Vine, à star de la WWE, superstar, à la tête de la plus grosse boisson énergisante, qui n'est pas énergisante, mais voilà, à l'heure actuelle. Voilà, le mec, ils ont signé Erling Haaland, il est sponsor du Bayern, il est sponsor du Barça, il est sponsor de C'est ouf. l'UFC. Tu peux trouver que c'est un connard, mais respecte le businessman et respecte l'athlète, quoi, tu vois. Voilà. Ouais, ça, il a fait. Ça, c'est clair. Et, et voilà, et tout ça, c'est grâce aux réseaux sociaux. Donc voilà. Je pense que j'ai digressé parce que c'était pas du tout le propos de départ, mais Ouais, écoute, c'était très bien. C'était très bien et ça va de pair avec le deuxième point que je voulais ramener. Un petit mastermind en fin décembre à Dijon, c'est ça? ouais. Disons, Écoute, dis-nous-en un peu. alors Mastermind, écoute, bon, c'est parti, comme je l'ai dit dans une vidéo, du fait que je peux plus, et ça me manque sincèrement, c'est pas vraiment, je l'ai pas fait pour l'oseille, mais en fait, j'ai conscience que bon, pas mal de gens adhèrent à mes idées, bon, à mon petit niveau d'audience, mais et que du fait que je sois plus en France, je peux plus faire de séminaires et j'ai plus ma salle pour, comme je te l'ai dit, délivrer ma bonne parole, ce que je considère être ma bonne parole. Et je me suis dit, écoute, ça se fait pas en France, enfin, ça se fait pas beaucoup. Les séminaires, ça se fait, mais le terme mastermind, ça se fait pas. Mhm. Je sais que ça se fait beaucoup, les anglo-saxons le font beaucoup. Bon, il y a même des influenceurs un peu fitness qui le font, qui prennent 10 k par tête et qui, à mon sens, ne méritent pas de prendre 100 000 euros sur un mastermind de 24 heures parce qu'ils ont, je pense, pas grand-chose à apprendre, à part que c'est des mecs chargés qui ont une plastique incroyable. Bref, et je me suis dit, et je l'ai vu un peu comme un challenge, et j'ai vu passer ça sur le contenu de quelqu'un, et je me suis dit, mais pourquoi j'en ferais pas un? Je suis une semaine à Dijon en décembre. Mhm. Écoute, j'en lance un. J'en lance un, et je me suis dit, bah, ça va me permettre de me jauger et de savoir si je suis capable bah, de rassembler 10 personnes sur 48 heures. Est-ce que ça va le faire, en fait, tu vois? Et le fait est que ça a été quasiment sold out en 24 heures, puisque j'ai fait 7 inscriptions en 24 heures et les 3 autres dans les 48 heures qu'on suivi. Et je trouve la performance bah, financièrement déjà, et je le dis pas pour me vanter, mais pour inspirer d'autres gens qui aimeraient le faire et qui ne se sentent pas légitimes, je leur dirais, si tu penses que tu es légitime pour le faire, fais-le. Fais-le parce que j'ai généré 14 000 euros en 48 heures quasiment. Et ça, déjà, je trouve ça, d'un point de vue business, je trouve ça incroyable, tu vois. C'est-à-dire que peu importe ce que tu vas facturer quand tu es personal trainer, mais là, c'est un chiffre d'affaires qu'il me fallait des dizaines et des dizaines d'heures de coaching dans ma salle pour faire, tu vois. Là, j'ai plus ma salle, je reviens en France une semaine. Sur cette semaine, je trouve le moyen de faire 14 000 euros en 2 jours. Bon, non, c'est pas 14 000 euros dans ma poche parce que j'ai des coûts qui vont être vraiment importants, parce que j'ai à cœur de faire ça vraiment bien. Donc, je vais louer une villa, ça va me coûter, je pense, un bon 2 000 euros par mois. Il y a un chef qui va venir pour nous faire à manger. Il y a un invité surprise que je ne vais pas donner là, mais qu'il faut que je paye et que je fasse venir, etc. Bref. Mais en fait, voilà, j'ai envie de voir si ça marche pour peut-être que ce soit pas un business model, parce que d'une, j'ai pas pour projet de rentrer en France tout de suite. Mais en tout cas, ça me permet de me dire, OK, j'ai ce public qui est dans l'attente de passer 48 heures avec moi. Je le faisais un peu avant, je faisais les Primal Camp où les gens venaient aussi 48 heures à Dijon, mais c'était beaucoup plus roots. Là, si tu veux, j'ai envie qu'il y ait cette rudesse dans l'entraînement, parce que c'est ce qui me caractérise. Mais j'ai envie que le reste, ça soit du golden prestation un peu, tu vois. C'est-à-dire que tu sais que tu vas bien bouffer, tu sais que tu vas bien dormir. Il n'y aura pas ce côté un peu bootcamp où peut-être Vince va nous réveiller à 5 heures du mat, on va faire 60 burpees sous la pluie, comme ça a été le cas sur mes primal camp avant. Non, là, je veux que ce soit vraiment au sens mastermind, c'est-à-dire de donner la part belle à la discussion, à l'échange, Mhm. parce que les gens, et je pense ceux qui viennent l'ont compris, ils viennent pas que pour charbonner, faire 8 séances par jour, tu vois, plus pouvoir marcher pendant une semaine, ils viennent pour qu'on ait ce genre d'échange qu'on peut avoir là quand on a le podcast, parce que ce qui fait grandir, ce qui fait que tu pars au bout des 48 heures, tu as un déclic, c'est les discussions. Et moi, je le sais parce que j'ai eu tellement de discussions qui m'ont apporté des déclics. Et d'ailleurs, je l'ai fait. Et j'ai un réel qui va sortir la semaine prochaine. Moi, j'en ai fait un avec Keegan Smith.
à Marbella en 2016, où j'y suis allé. Pareil, il n'avait pas appelé ça Mastermind, mais bon, on avait fait ça au Mike's Gym à Marbella. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Mhm. Et en fait, en dehors des séances, ce qu'on faisait, c'est qu'on s'asseyait et on discutait. Donc, on discutait à travers les présentations individuelles que chaque participant faisait. Et de ces discussions, de ces présentations découlaient des discussions à travers leur parcours de vie, à travers leurs regrets, à travers leurs échecs. Et en fait, c'est d'avoir quelqu'un d'un œil extérieur, cette espèce d'arbitre que je vais être, et qui va être là pour pas juger et au fond, ce que je vais délivrer comme jugement de ce que vont dire les gens n'a de valeur qu'à travers mon prisme à moi. Mais puisque les gens sont là et qui m'accordent du crédit et qui payent pour avoir mon jugement et mon prisme, ben, je vais être full on dans ce jugement-là et je vais leur délivrer ben voilà, ce que moi je pense de ce qu'ils vont me dire ou des questions qu'ils vont me poser. Et il y a aussi les interactions et c'est aussi du networking et c'est un peu comme ça que je veux le faire, tu vois. Et c'est un Mhm. peu ce. Et du coup, en ça, je m'inspire de ce que font les Américains, les Anglo-Saxons, ce côté vraiment business. Moi, je me suis toujours refusé d'être quelqu'un. Désolé, il y a mon chien qui aboie. Pas de souci. Je me suis toujours refusé d'être quelqu'un trop business parce que déjà, je ne le suis pas et que c'est jamais trop ce qui m'a animé. Et peut-être ça m'a fait défaut. Je pense que je suis passé à côté de pas mal d'argent parce que j'ai jamais été trop business. Et là, je me suis dit, écoute, sois-le un petit peu plus. Parce que après tout, à quoi bon jacter sur les réseaux constamment et si tu ne transformes jamais après tout, tu vois? C'est-à-dire que toi, tous les réels que tu fais te servent aussi à vendre derrière des séminaires et des profilages parce que les mecs se disent, putain, mais Sean, en fait, il sait de quoi il parle, tu vois? Et moi, je veux que ce soit à travers mes réels qui parlent d'entraînement, mais plus que, une manière aussi de me vendre monétairement, mais pas que, en fait, c'est-à-dire de capitaliser Alex Hormozzi, en fait, c'est-à-dire les gens le trouvent tellement intéressant qu'ils souscrivent à des choses gratuites, tu vois, ils vont parce qu'il vend, comme il le dit, il vend jamais rien. En tout cas, il a jamais rien vendu à part avant la semaine dernière, tu vois. Mais il fait quand même du contenu où il délivre des choses. Et voilà. Et du coup, je me suis dit à l'inverse, je vais pas sacrifier 2 jours de mes vacances familiales d'une semaine en France pour passer 2 jours avec des inconnus sans avoir quelque chose en retour. Voilà. Donc, le quelque chose en retour, c'est de prendre un petit billet. Tout le monde est content. Et je pense aussi que tu n'auras jamais des gens investis à 2000% si ces gens-là ne payent pas quelque chose de leur poche. Parce que ça, je l'ai trop vu. Et je pense que toi aussi, quand tu fais du gratuit, les gens n'accordent peut-être pas l'oreille qu'ils devraient à ceux à quoi ils sont venus assister. Du coup, ne sont peut-être pas attentifs comme ils le devraient sur ce à quoi ils viennent assister. Et derrière, ne vont peut-être pas put the work in comme ils devraient derrière avec ce qu'ils ont emmagasiné comme information. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est que, Bah, de toute façon, ce que tu payes, c'est la valeur que tu assignes à ce que tu vas faire. exactement, Donc, au final, tu as meilleur temps d'avoir des gens qui sont littéralement investis au niveau financier, mais aussi au niveau émotionnel et temporel, parce que tu sais que derrière, tu auras des meilleurs retours et que les gens tireront plus de ces moments-là, quoi. d'enseignement. Et je pense en partant, quand ils partiront le lendemain, enfin le deuxième jour, ils vont se dire, OK, ben, c'était grave enrichissant. Et vu que c'était pas gratuit et que j'ai dépensé 1 400 € pour avoir le droit d'y assister, eh ben, je vais essayer de donner de la valeur à tous les échanges que j'aurai eu avec Vince. Hmm. Je vais essayer de donner de la valeur aux séances qu'on aura fait ensemble et à toutes les corrections, tous les feedbacks qu'il m'aura donné, les conseils sur la prog, les conseils sur la planif, etc. Je vais peut-être moins en oublier, je vais peut-être même prendre des notes dans ma voiture, je vais peut-être même me faire des mémos vocaux avec tout ce qu'il m'a dit, ou je vais peut-être écrire en temps réel pendant qu'il va parler. Et du coup, ben, je pense que ça valorise le temps que je vais passer avec eux et ça va valoriser le temps derrière qu'ils vont passer à travailler sur ce qu'on aura dit, les axes de travail que je leur ai donnés, etc. Voilà, donc franchement, je suis très content. Sincèrement, j'ai vraiment fait ça sur un coup de tête. J'ai écrit au mec qui me fait mes visuels, un peu mes graphismes et tout, Charles. Je lui ai dit, franchement, dans les 2 heures, je vais t'envoyer un mail avec des slides. Si tu peux me faire une petite infographie dessus, je le poste. Et je t'avoue que les 20 premières minutes, bon, c'est rien 20 minutes, mais je sais un peu mon temps de réaction sur les réseaux et j'ai vu que j'avais pas beaucoup de retours. Et je me suis dit, waouh, à mon avis, les gens, ils ont dû se dire, qu'est-ce qui lui arrive? Il s'artèle, il a pété un câble, il demande 1500 balles pour passer 2 jours avec lui, il est malade. Et j'ai vu que passer la première demi-heure, j'ai eu énormément de DM. Hmm. Ça me chauffe, je suis trop chaud. Et si tu veux, stratégiquement, je l'ai accompagné une demi-heure après d'un réel où j'expliquais un petit peu ce que c'était parce que déjà, le terme mastermind, pour les gens qui consomment pas du contenu anglo-saxon,
ça veut rien dire, en fait, tu vois. Et en fait, c'était vraiment voilà, d'expliquer, c'est quelque chose où vous venez vous entraîner, mais pas que. Mm. C'est vraiment networking, discussion, échange, parce que voilà, ce que tu peux retirer, enfin là, et ça aussi Hormozy le dit, c'est si il a côtoyé Warren Buffett pour apprendre le business, même pour 0 € tu le fais en fait. Parce que c'est Warren Buffett et que tu sais que tout ce qu'il va te délivrer comme contenu, donc je suis pas le Warren Buffett de l'entraînement, attention, ou je ne sais quoi, mais en fait, si tu penses que la personne à qui tu souscris quelque chose est le GOAT dans son domaine, chaque seconde, chaque mot qui va sortir de sa bouche, bois-le, prends-le comme parole d'évangile en fait. Peut-être que ça ne l'est pas, mais si pour toi ça l'est, prends-le parce que tu vas ressortir tellement grandi de ces échanges et c'est ça un mastermind en fait. Ça veut dire ouvrir son esprit, aiguiser son esprit, tu vois, et c'est aiguiser sa lame. Et aiguiser sa lame, tu le fais comment? Tu le fais avec les échanges que tu as avec les autres. Comme on a fait ce soir, comme toi, les séminaires que tu donnes, etc. Et le temps que tu accordes des gens que tu considères avoir une valeur ajoutée, ce temps-là, il est inestimable. Donc, il a une valeur, la valeur que le mec va facturer pour son mastermind. Mais je te dirais bien, et ça va encore être pris pour quelque chose, un manque d'humilité, mais ça ne l'est pas, c'est que si ces gens-là considèrent que j'ai énormément à leur apporter, et comme je l'ai dit dans mes slides, que j'ai 48 heures pour leur changer leur vie, si sur les 10 personnes, il y en a 3 ou 4, je leur ai changé leur vie de par les décisions qu'ils vont prendre derrière, ça aura valu 100 fois 1 400 €. Et je le sais, j'ai pas peur de le dire, et j'aurais pas peur de leur dire, et je pense qu'ils le penseront eux-mêmes si derrière leur vie elle change. C'est-à-dire, tu as posé 1 400 €, mais si derrière ton business change, si derrière la relation dans laquelle tu étais emprisonné, tu t'en détaches, ou je ne sais quoi, mais ça vaut 100 fois 1 400 €. Ça, c'est parce que derrière, ta vie va changer, et le fait que ta vie change pour le mieux, ça n'a pas de valeur en fait. Ça n'a pas de prix, pardon. La valeur est inestimable, mais ça n'a pas de prix. En tout cas, Vincent, c'est génial de te voir évoluer dans ta manière de concevoir les choses, les focus que tu as aussi, hein. Quand on avait commencé à discuter sur le premier podcast, il y a de ça, je pense, C'est plus vrai de que ça. 2 ans et demi, Ouais. les choses ont bougé. Toi, tu as beaucoup évolué aussi en tant que personne. Comme tu as dit, tu es devenu papa, tu as bougé, tu as beaucoup changé ton quotidien. Et je pense que ce week-end, pour les participants, va être extrêmement enrichissant. Et en tout cas, tout ce que tu mets en avant par rapport aux valeurs que tu prônes et à la perspective que tu partages maintenant au-delà de celle de l'entraînement. Et Dieu sait que tu peux apporter énormément à ce niveau-là également, mais comme tu l'as dit, pas que, pas que. Et je suis très, très intéressé de voir ce que tu fais avec ce pas que dans les mois et les années qui viennent, parce que, en tout cas, c'est naturel pour toi. Et en tout cas, c'était un grand plaisir de te recevoir à nouveau et d'échanger sur toutes ces choses-là. Bah écoute, merci Sean. Je suis aussi curieux et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Comme tu l'as dit, je le fais naturellement et je sais pas moi, un TEDx en anglais avec 5 millions de vues sur YouTube dans 3 ans, tu vois. Enfin, Faut pas se si mettre de Sky, limite. si Sky is the limit, en vrai, voilà, tu vois, ce qu'on peut me souhaiter, c'est d'être le Alex Hormozy bis, tu vois, français, j'en sais rien, tu vois. Comme on a tous à cœur quand on a un podcast d'être le Lex Friedman ou le Joe Rogan, tu vois, évidemment. Et je te dirais bien que si tu es créateur de contenu, il faut que tu aies envie d'être le Alex Hormozy, tu vois. Ou si tu es podcasteur, il faut que tu aies envie d'être Lex Friedman, tu vois. Ou si tu es, si t'es un entraîneur, il faut que tu aies envie d'être Thibaudot ou que sais-je, ou peu importe. Enfin, ne, voilà, pour conclure, parce que moi aussi, il faut qu'on conclue, et toi aussi, je sais, c'est ne bridez pas enfin, ne bridez pas vos ambitions. La plus grande peur que vous devez avoir, c'est pas que vos ambitions soient trop grosses, c'est qu'elles ne le soient pas assez, sincèrement. Euh, Arrêtez jamais de rêver et, et détachez-vous. Et c'est encore une fois, c'est la 200e fois que je le cite, mais, et ça, je l'ai dit dans un réel aussi, c'est n'accordez pas de crédit aux conseils de ceux qui vont essayer de minimiser ou de minorer vos ambitions. Et les gens qui n'ont pas accompli un dixième de ce que vous avez à cœur d'accomplir, s'ils se permettent de vous dire que ce que vous avez envie de faire, c'est trop gros, ne les écoutez pas. Rendez-vous service, que ce soit vos parents, que ce soit votre mec, que ce soit votre meuf, que ce soit votre meilleur ami, ne les écoutez pas parce que ils le font en pensant qu'ils vous veulent du bien, mais le fait d'essayer de vous castrer, de vous brider ou de vouloir vous mettre dans le rang,
ils font tout sauf vous rendre service. Ça a beau être vos parents. Et moi, je le sais, mes parents m'ont déconseillé d'aller en Russie parce que de leur point de vue, c'était dangereux, c'était inconsidéré, c'était complètement fou. Tu as une famille, tu as une femme, tu as un enfant, va pas là-bas, c'est un pays en guerre. Mon instinct, mon intuition me disait qu'il fallait que je le fasse. Ça va faire 2 ans. C'est la meilleure décision que j'ai faite, que j'ai prise. Ça se passe super bien, ça se passe mieux que je l'aurais imaginé. Je vis à Dubaï, j'ai des nouvelles perspectives. Enfin, je pourrais te lister 20 raisons qui font que je sais que c'était la bonne décision. Et pourtant, Dieu sait que et quand j'ai ouvert ma salle, c'était pareil. Je l'ai ouvert sur un coup de tête. Mais pourquoi tu fais ça? T'as pas d'expérience, etc. J'ai ouvert ma salle contre vents et marées. Ça a été aussi la meilleure décision que j'ai prise. Et pourtant, il y a eu 10 personnes dans mon entourage proche qui ont essayé de m'en dissuader. Et du coup, voilà, faites les choses, écoutez votre cœur, écoutez votre instinct. Il y a 4 mois, j'ai eu la lubie de vouloir écrire des poésies et d'en faire une page sur Instagram parce que je kiffe écrire, parce que j'ai une éducation littéraire, etc. Il y a des gens, ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il écrit des poésies? Il se prend pour Baudelaire, Issartel. Mais j'en ai rien à branler des gens qui pensent que je me prends pour Baudelaire et que je suis pas Baudelaire. Je suis pas Baudelaire, je le sais. Ça me fait kiffer d'écrire des poésies quand je suis dans l'avion parce que je passe un temps inconsidéré par mois dans l'avion tout seul. Et voilà, et ça me fait kiffer, ça m'élève spirituellement, ça me remplit, ça me nourrit spirituellement, je le fais. Pour aucune raison, ça débouchera sûrement sur rien et sûrement pas sur un best-seller édité par Flammarion, mais je le fais. Et à chaque fois que j'ai envie de faire quelque chose, eh ben, je le fais. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas, mais tout ce que je veux, c'est ne pas regretter de ne pas avoir fait les choses. Je veux surtout que ça n'arrive jamais. À mes 30 ans, à mes 40 ans, à mes 70 ans. Revenir Voilà. sur ce que tu as dit, souvent quand les gens ils nous soutiennent pas dans nos démarches et nos aventures, c'est plus un reflet de leur propre insécurité que le manque de Voilà. foi qu'ils ont en nous. Et la deuxième chose, Vincent, c'est que pour euh, synthétiser un petit peu tout ce que tu viens de dire là, entre euh, tout ce que tu as mentionné par rapport au piano, par rapport à apprendre une nouvelle langue, te développer, euh, le terme qui m'est venu à l'esprit, c'est que il bourgeonne et c'est beau à voir. Bah écoute, merci Sean. Et moi, c'est ce terme anglo-saxon, et je pense que c'est un peu comme ça, c'est larger than life, Mhm. tu vois. Et ça a souvent été, bon, ça a souvent été crédité à des gens qui malheureusement sont morts prématurément à cause de leurs excès, tu vois, les artistes ou, tu vois, les bodies qui sont trop dopés, les artistes qui sont trop cocaïnés et tout. Donc, bon, moi, que Dieu me garde de tous ces excès, mais voilà, cette appétence pour la vie, pour la découverte, et ce côté passionné au sens large. Voilà, je sais que pour certains, c'est dur quand tu es dans l'entourage, mais moi, je considère que c'est une richesse et je peux que encourager les gens s'ils ont un peu cette fibre à la garder, à la entretenir, quoi. Voilà. Merci Vincent. En tout cas, merci Sean pour ton temps. Merci de m'avoir invité une troisième fois. Ça veut dire beaucoup pour moi parce que voilà, il y a mon fils qui dit papa. Coucou bébé. Et voilà, je suis honoré encore une fois et je l'avais déjà dit, mais quand quelqu'un t'offre une tribune pendant 2 heures sur sa plateforme, sur ses réseaux, sur son temps, bah ça n'est jamais dû, peu importe qui t'es, peu importe la taille de ton audience, peu importe si la personne sait qu'elle va en retirer derrière des vues, etc. Peu importe. En tout cas, ça, c'est pas un dû. Et pour ça, merci. Et je t'en suis reconnaissant, Sean. Voilà. Merci Merci en tout cas. Vincent et on se reparle dans les semaines qui viennent. On se reparle très vite. Merci, Sean. Ciao. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu souhaites soutenir le podcast, prends quelques instants pour laisser un témoignage écrit et 5 étoiles sur l'application Apple Podcast. Si tu veux revoir cet épisode, tu retrouveras l'enregistrement vidéo complet sur ma chaîne YouTube. Tu y trouveras également des centaines d'heures de contenu gratuit, tous mes podcasts, mes pensées du jour, mes présentations structurées et bien plus. Donc n'attends pas, abonne-toi et je te dis à tout bientôt pour le prochain épisode. Allez, ciao.